On a eu une perquisition à 6 h du matin qui m'a totalement choquée. Ils étaient braqués, armés, ils sont rentrés dans la chambre, j'étais en sous-vêtements. Voilà. Je criais, je pleurais, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ah bah tu vis avec lui, bah écoute, tu vas être auditionné et puis surtout tu vas aller en garde à vue ma belle. T'es dans une cellule, ça pue le pipi, ça pue le vomi, il y a du caca sur les murs, c'est horrible et du coup déjà dans une condition mentale où tu dis c'est la fin du monde. Et on me dit tu vas aller au parloir côté famille. Je suis déjà arrivée, j'ai même pas eu le temps d'enfermer la personne. On m'a dit les détenus arrivent, c'était très rapide. Je tourne ma tête, il avait déjà attrapé sa meuf, baissé le pantalon. Mais je déclenche tout, alarme, tout. Sécurité, il n'y avait pas de problème en fait. C'est leur manière d'exprimer leur amour. Mais moi, petite stagiaire, je me suis dit, ouah, la fille, elle est morte. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Lady Talk. Alors je suis trop contente de vous retrouver. Le concept de l'émission c'est simple, je m'entoure de personnalités féminines qui sont toutes fantastiques les unes autant que les autres. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est méconnu des téléspectateurs. Toutes ces femmes ont un point commun, c'est qu'elles sont familières avec le milieu carcéral. Aujourd'hui on va essayer de déconstruire les idées reçues sur les femmes de prisonniers. Je vais être complètement transparente avec vous. Moi c'est une expérience sur laquelle je suis un petit peu familière parce que je ne vais pas donner plus d'indications sur le temps et l'espace. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer une personne, de tomber folle amoureuse de lui et voilà, il s'est passé que quelques temps plus tard, la personne a été incarcérée juste après, un mois après notre rencontre. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut complètement bouleverser le quotidien d'une personne. Et là, en l'occurrence, nous avons deux personnes qui sont concernées. On a Afida et Clara. On va faire un petit tour de table avant de commencer. Et là, nous avons notre thérapeute qui est spécialisée en mémoire traumatique, Aziza, et nous avons aussi une surveillante pénitentiaire, une ancienne surveillante pénitentiaire, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça va les filles? Ça va. Et va, toi? merci. Ça va? Très bien, merci de me recevoir. Ben non, mais tout le plaisir est pour moi. Donc, c'est une émission qui va faire du bien. En tout cas, on va aborder plusieurs thématiques qui concernent le milieu carcéral. On va aborder beaucoup de sujets et également, si vous, chez vous, vous regardez l'émission et que vous avez déjà été confronté de près ou de loin à cette situation, n'hésitez pas à raconter votre histoire dans la barre des commentaires. Si l'émission vous plaît, mettez un petit like, ça va être bénéfique pour l'algorithme. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On va commencer un petit tour de table. Donc, Aziza, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis honorée d'être ici. Tout le plaisir est pour nous. Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Est-ce que toi, tu as beaucoup de personnes qui viennent te consulter, qui sont connectées avec cette thématique? Oui, complètement. Alors j'ai eu les deux côtés, les personnes qui ont été incarcérées et les familles de personnes incarcérées. Donc j'ai vu les deux aspects. Ouais. Donc, je vais pouvoir vous parler notamment de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on est incarcéré de manière courte ou prolongée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok. Voilà. Zineb, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va, merci. Merci pour l'invitation. Mais écoute, je trouvais que c'était intéressant et même pour nos amis qui ont vécu ça, d'avoir un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe dans la prison. Donc toi, explique-nous, tu étais surveillante pénitentiaire, tu ne l'es plus aujourd'hui. Voilà, j'étais quelque temps, un temps court, on va dire, dans certaines prisons de France. De l'autre côté, les clés dans la main, à ouvrir les portes des personnes détenues. Il y a beaucoup de choses à dire, donc du coup. Beaucoup de choses à dire des deux côtés. Et je trouve ça très intéressant d'entendre le point de vue de l'extérieur, mais que l'extérieur puisse entendre le point de vue de l'intérieur. Ouais. Parce que c'est deux mondes dans un même monde. C'est vraiment deux choses différentes. Deux mondes qui sont trop... Voilà, c'est deux vécus différents et je trouve ça très intéressant. Du coup, merci. Merci à toi. On va commencer par qui? Du coup, j'aimerais bien que vous racontiez votre histoire. Donc du coup, on va commencer par Clara. Donc toi, tu viens du sud de la France? Moi je viens du sud, je viens de Marseille et je suis venue ici parce que j'ai mon conjoint qui a été en prison pendant 18 mois et j'ai décidé de l'attendre, partager un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux pour pouvoir déjà libérer ma voix parce que c'est hyper compliqué d'avoir quelqu'un en prison. Et ensuite d'aider les gens dans leur démarche parce que c'est aussi très compliqué d'être seul et de ne pas savoir vers qui se tourner, tout simplement. C'est courageux d'en parler et c'est bien aussi d'avoir la volonté d'aider les personnes sur les réseaux sociaux parce que c'est pas toujours facile. C'est pas du tout évident. Ouais. Et nous avons Afida.
Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'être là. Oui, du coup, pareil, comme Clara, j'ai mon mari qui a été du coup incarcéré. Donc, il avait pris 2 ans ferme, dont 1 an de sursis, donc 3 ans en tout. Mais il a fait 11 mois et 3 semaines ferme, et dont 5 mois de bracelet. Waouh. Donc voilà, et ça s'est passé 3 4 mois après mon mariage. Et pareil qu'elle, en fait, j'en ai parlé sur les réseaux pour aider, en fait, toutes les autres filles à qui ça peut arriver. Franchement, Ouais. c'est important parce que moi, quand je me suis retrouvée dans cette situation, en fait, tu es toute seule face à tout le monde. Tu n'as pas d'aide. Tu n'as pas vraiment d'aide. Et toi, la différence, c'est que tu étais déjà créatrice de contenu Oui, et c'est en ça. fait, c'est sorti dans la presse. Est-ce qu'on peut commencer, chacune va raconter son histoire. Oui. On va commencer par toi, Afida, Oui. vu que tu as la parole. Raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que nous, on te connaît influenceuse sur les réseaux. Et après, il s'est passé que ton mari a été incarcéré. C'est ça. Raconte-nous du début comment c'est venu tout ça. 3 4 mois après notre mariage, c'était au mois de septembre, on a eu une perquisition à 6 h du matin qui m'a totalement choquée, traumatisée. Je m'y attendais pas du tout parce que pour moi, j'étais pas au courant de ce qu'il faisait, de tout ce qu'il faisait en fait. Et quand la police est arrivée, en fait, ils sont rentrés à la maison. Il y a eu du coup le gros bruit. En fait, eux, ils ont eu du mal à ouvrir la porte au début. Donc, Waouh. le temps que je me réveille, mon mari, il essayait de me canaliser, de me calmer. T'inquiète, c'est la police. Mais moi, en fait, je pensais que c'était un cauchemar. Genre, en fait, sur le moment, je captais pas que j'étais réveillée. Donc, le temps qu'ils rentrent, ils étaient braqués, armés. Ils sont rentrés dans la chambre, j'étais en sous-vêtements. Voilà, genre ils sont rentrés dans mon intimité. Je criais, je pleurais, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, simple comme bonjour. Par la suite, ils ont pris mon mari, ils l'ont mis dans le salon. Ils ont essayé de me calmer, mais c'était rapide, hein, franchement. Ils m'ont ramené une bouteille d'eau. Voilà, c'est bon, elle va se calmer, la petite gamine, tranquille. Mais ça allait pas du tout. Après, ils ont commencé la perquisition. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais en garde à vue, moi aussi. Ouais. Quand ils ont commencé, j'étais pas au courant encore. Donc, au final, pour la faire courte, ils m'ont... Non, vas-y, prends ton temps, raconte-nous. On veut savoir tout ce qui Ouais. s'est passé, les détails. Donc toi, tu étais dans ton lit, tu C'est crois ça. que c'est un cauchemar. Oui. En plus, la veille, j'avais dormi à 4 h du matin, ils sont venus à 6 h. Ah ouais, Donc, j'avais que 2 heures de sommeil. Donc, il faut savoir que j'étais grave dans les Et vapes. ton mari, il s'y attendait à ce que ça Lui, potentiellement arrive? franchement, honnêtement, dans son passé, il y a 10 ans en arrière, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est habitué, enfin, je sais pas si je devrais dire ça, mais en tout cas, ça l'a pas plus choqué que ça, en fait. Il savait ce qu'il faisait et je pense qu'il savait le risque que ça pouvait avoir. Waouh. Et en fait, ouais, du coup, en fait, je pense que moi, c'est le fait que j'étais pas au courant qui ça m'a surpris, en fait. Pourquoi ils sont là? Tu n'étais pas du tout au courant. Pourquoi Voilà. ton mari, il Pourquoi ils était sont dans là? son métier Voilà. À ce moment-là, je me suis fait 1000 films. Je me suis dit, peut-être il a tué quelqu'un, peut-être, je sais pas. Peut-être moi-même, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. J'étais vraiment pas au courant. Et du coup, par la suite, ils nous ont ramenés tous les deux en garde à vue. Il faut savoir qu'ils ont pris énormément de choses chez nous. Des trucs hyper ridicules, hein, Thermomix, que j'avais eu en collab. Waouh. Donc ils ont pris, Voilà. ils se sont servis, quoi. Voilà, ils se sont servis. Mais le problème, c'est qu'il y avait toutes les factures. Donc les factures prouvent que c'est pas... Enfin, par exemple, le Thermomix, c'est pas nous qui l'avons payé. Donc pourquoi vous le prenez? Vous voyez? En fait, la manière dont comment ils l'ont fait, ça m'a dégoûtée un peu. En fait, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un que je suis anti-drogue, mais là, la manière de comment ils l'ont fait, c'était, tu sais, c'était un peu hypocrite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu sais, peut-être ils s'attendaient à peut-être qu'il y ait plus de choses. Ouais, Là, genre ils des sont, sacs de luxe, ouais, ou des voilà. choses comme ça. En fait, là, ils sont arrivés, il y avait pas grand-chose. Parce que déjà, mon mari et moi, on n'est pas très, on porte pas de luxe. Ouais, voilà, on aime bien les belles choses, mais pas forcément du luxe. Et du coup, ils ont pris Thermomix, un Dyson, plein de cadeaux que j'avais reçus pendant notre mariage, vu qu'on venait de se marier, donc tout était là. Mes sacs à main, mon iPad, mon ordi, enfin voilà. Ouais. Plein de choses ridicules. La vérité, j'étais outrée. Hein.
Ah oui, la bague de fiançailles, bah ça c'est le plus important. C'est un truc de fou. Donc, ils ont pris ta bague de fiançailles? Ouais, alors faut savoir que je pense, hein, après je sais pas, je m'y connais pas, mais pour moi je pense qu'ils n'ont pas le droit parce que ma bague de fiançailles et ma bague de mariage, elles étaient sur ma main. Donc ils me parlent de ma bague, ils me disent oui, Karl, il t'a offert combien de bagues pour vos fiançailles et mariage? Bah moi en mode Nia, tu sais la meuf naïve qui sait pas, qui parle comme si j'avais rien à me reprocher en fait. Je lui dis bah trois, pourquoi? Ah ouais, bah elles sont où? Je lui dis bah il y en a une sur ma coiffeuse et les deux elles sont dans ma main. Ah ouais, et c'est quelle marque? Bah Mauboussin. Ah ok, bah on peut les voir de plus près? Je leur donne, ils les gardent. Ils les Ils ont le gardent. droit de faire ça? Je sais pas. C'est toi qui En fait, ils ont pas le droit, mais ils sont allés le chercher dans le cadre légal, comme on appelle ça, dans le sens où elle les aurait gardés dans sa main. Ils peuvent pas lui prendre tout ce Voilà. qu'on a sur soi. On peut pas le prendre. C'est pour ça qu'il y a des moments dans des perquisitions où il y a des gens, on les voit, on dit ah c'est super marrant, mais pourquoi il a mis 40 000 t-shirts sur lui et 60 pantalons? C'est parce que tu vas pas lui enlever les 40 000 t-shirts et les 60 pantalons. Mais ils ont joué avec son traumatisme pour lui dire, et sa naïveté, pour dire, ah, présentez-les nous. Le fait qu'elle l'ait enlevé, qu'elle lui ait donné, et en plus, devant le juge, ça passerait parce que elle l'a enlevé d'elle-même, sans contrainte, et elle les a présentés. Elle l'a présenté par elle-même. Du coup, Combien ils elle ont a gardé, coûté? quoi. Je me suis fait avoir. Ça a coûté combien? Ça coûtait cher quand même. Combien environ? La bague de mariage 3000 et la bague de fiançailles peut-être 1500, Waouh. quelque chose comme ça. Et franchement, il travaillait quand même. Bon, même s'il a fait des Bah. bêtises, il a travaillé, hein. Et les factures, elles prouvaient qu'il ne les a pas payées en une fois, c'était par carte bleue, c'était pas de l'espèce. Il y avait toutes les preuves. Et il faut savoir que quand je suis arrivée en garde à vue, du coup, j'ai compris qu'on était surveillés. On était sous CR, commission rogatoire, je crois qu'on dit ça comme ça, Depuis des mois? depuis des mois. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est qu'il avait arrêté, genre un petit peu avant notre mariage. Donc il avait déjà tout arrêté. Mais il était surveillé déjà depuis. En fait, ils avaient déjà des éléments pour le poursuivre. Waouh. Voilà. Et du coup, bah, arrivé en audition, en fait, là aussi, j'ai vraiment pas aimé la manière de comment ils l'ont fait. En fait, ils m'expliquent qu'on était, enfin, ils m'ont fait comprendre qu'on était sur écoute, que ça soit dans la voiture, à la maison, qu'on était suivis. Et à des moments, ils me faisaient écouter tu sais, des audios où je parlais avec lui dans la voiture. Et par exemple, à un moment donné, on parlait d'une boîte. Moi, je sais plus, il me disait, oui, il en reste combien dans la boîte? Je crois, je sais plus c'était quoi, bonbons, chewing-gum, je sais plus, hein, franchement, je sais plus ce que c'était. Et pour eux, c'était c'était un truc de la drogue. Et après, moi, je l'ai compris que dans le terme du banditisme, une boîte, ça représente beaucoup, en fait. Plein de petits trucs comme ça. Genre, par exemple, oui, ce jour-là, vous étiez où? On vous voit rentrer dans un parking, vous faisiez quoi? Mais ce jour-là, je suis allée dans le parking pour réparer mon scooter. Mais si on est suivi, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? Pourquoi vous essayez de me bloquer? Ils attendent le Voilà. moment opportun. Voilà. Et franchement, j'ai pas aimé la manière de comment ils ont fait. Et heureusement, il y avait mon avocate. T'es pas la seule à avoir été en GAV parce que Clara lui est arrivé la même chose. Alors, on revient justement à l'incarcération. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi. Alors moi, à ton contraire, j'ai pas eu perquisition. Moi, si tu veux, hyper lambda, j'allais faire les courses avec mon chéri et un ami à mon chéri. Donc on prend la voiture, contrôle de routine. Sauf que mon chéri avait commencé un travail quelques mois avant, pendant l'été, en intérimaire. Sauf que c'était période du Covid. Et à la fin de l'été, il y avait confinement, parce que la France savait bien faire ça à l'époque. Et intérimaire, ça veut dire virer, parce que c'était pas un CDD ni un CDI. Et on venait prendre un appartement. On avait payé 3 mois de loyer d'avance. Et le couteau sur la gorge, on ne savait plus quoi faire. Mon chéri ne savait plus quoi faire surtout. Moi, je travaillais en tant que vendeuse en boulangerie. Et lui, il était déjà connu des services de police pour trafic de stupes, parce qu'il avait déjà fait de la prison quand il était plus jeune. Et écoute, par le plus grand des hasards, il s'est dit, si je recommencerai les conneries.
Donc du coup, Parce que vous aviez vous aviez 3 mois de loyer à payer avant, vous aviez des Et il a eu impératifs peur. financiers. En fait, il a eu très alors peur du pour coup, moi. il est retombé dedans un petit peu. C'est ça. Il n'avait pas eu peur pour lui. Hein. C'est vraiment, il faut que je mette ma femme à l'abri. Et comment je vais faire? Parce que ma femme, elle ne va pas se tuer au boulot pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, il faut que j'assure, mais je ne trouve pas. C'est le confinement. Il n'a pas bien réfléchi. Maintenant, comme je dis toujours, une erreur, ça ne définit pas qui tu es. Ouais. Mais donc, du coup, voilà, on prend la voiture, on va faire les courses, contrôle de police. Sur lui, il avait de la consommation, donc du stup, mais trop. Ça ne pouvait pas être juste pour lui, tu vois. Il aurait pu dire, c'est pour moi, je fume. Ne fumez pas. Mais il aurait pu dire ça, tu vois. Mais non, il avait trop sur lui, donc on va tous au poste de police. Il m'embarque aussi parce que je suis dans la voiture, ainsi que le conducteur. On va là-bas, moi, très, très intelligent. Je dis, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il vit avec moi, enfin, il fait rien. Moi, j'étais au courant de rien, donc je pensais vraiment que, genre, ça y est, quoi, ils vont nous auditionner, on va repartir. On arrive là-bas, donc ils me disent, ah, ben, tu vis avec lui, ben, écoute, tu vas être auditionné, puis surtout, tu vas aller en garde à vue, ma belle. Ok. Donc, je vais en garde à vue, je le vis très mal, parce que moi, je suis pas du tout de ce milieu-là. Je pense comme toi. Je connais pas tout ça, et donc, t'es dans une cellule, ça pue le pipi, ça pue le vomi, il y a du caca sur les murs, c'est horrible. Et du coup, déjà, dans une condition mentale où tu dis c'est la fin du monde. T'es plus moi, il y a mon chéri qui est à côté de moi, mais je l'entends juste, je le vois pas. Il y a un mur qui nous sépare, genre, c'est vraiment un cauchemar. Un cauchemar horrible. Ils m'auditionnent, on va faire une perquisition chez moi. Je leur dis, mais on y va s'il vous plaît, genre, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien du tout chez moi. On y va, effectivement, ils trouvent absolument rien, pas d'argent, pas de drogue, rien du tout. On rentre au poste de police, ils me disent, bon, bah, écoute, tu vas passer la nuit ici et le lendemain, tu sortiras. Parce qu'en fait, on est dans des heures où je ne pouvais plus sortir. Je ne sais pas pour quelle raison, je crois qu'il y a un système comme ça. Donc, je ressors le lendemain à 10h. Moi, très naïve, je demande si mon chéri va sortir avec moi, mais bien évidemment qu'il ne va pas sortir. Mais je l'avais compris dans la nuit qu'il y avait quelque chose, tu vois. Je me suis dit, OK, t'es pas bête, Clara, il n'y a pas tout ça pour rien, tu vois. Donc, je sors sans mon chéri, et puis là, bah, c'est le début des problèmes. Hein. Tu te retrouves toute seule, une main devant, une main derrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu vas appeler? Parce que, OK, il y a des amis, mais on connaît, on sait très bien comment c'est. Il y a des gens qui restent, puis il y a des gens qui partent aussi, hein. Donc, ouais, tu te retrouves toute seule et puis le cauchemar, il débute, quoi. Et donc, toi quand tu es rentrée, tu as découvert que tu t'étais fait cambrioler? Je suis rentrée, ouais, à 10h du matin et en fait, les gens de notre ville ont parlé autour d'eux en disant, OK, il n'y a personne chez eux. Ma porte grande ouverte, en fait, pas grande ouverte, ma porte défoncée en deux, tout simplement. Et en fait, ils ont pris des vêtements, une PlayStation, une peluche, une grande peluche. C'est des enfants, hein. Ouais. Les caquettes à mon chéri, le parfum à mon chéri. Donc déjà, je rentre chez moi, je me dis, bon, c'est horrible ce que je viens de vivre, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Tu peux pas, t'as la porte qui est cassée. Tu dis, OK, je veux sentir l'odeur de mon homme. Tu peux pas, il n'y a plus de parfum. Enfin, c'est horrible, horrible. Horrible. Ah ouais. Plein d'événements qui s'enchaînent. Entre guillemets, vous êtes un peu fait dépouiller toutes les deux, toi par la police et toi par des gens qui pensaient qu'il y avait des choses. On va revenir sur ce choc-là de l'incarcération. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne quand elle vit ça, que ce soit du côté des femmes et du côté du mari qui se fait incarcérer? Ben là, en fait, on peut relever deux choses qu'elles ont en commun. C'est, tu as dit dépouillées. Ouais. Elles ont été dépouillées aussi au niveau psychique. Et l'abus, en fait, soutirer son consentement de manière légale, il a été soustrait parce qu'elle a été vulnérable au niveau psychique, puisqu'elle manquait de sommeil. Elle était dans un état qui était, je dirais, proche de la sidération, certainement, où elle vivait les choses de l'extérieur. Je pense que ça te parle. Tu voyais la scène et tu te voyais avec la police en train d'agir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sidération psychique. Donc, en fait, il y a une effraction psychique. C'est comme si on venait la cambrioler. Surtout, d'autant, en fait, que vous n'avez rien à voir avec le milieu. Et dans leur système de pensée, il est impossible qu'il leur arrive ça, une perquisition. Ne serait-ce qu'une perquisition. Parce que vous pourriez très bien pas être du milieu ou être du milieu et que ça se passe. En réalité, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, à ce niveau-là, quand on est dans la sidération psychique, on est à côté de soi. Et le cerveau, il a cette façon de procéder lorsqu'il se sent en danger. Et donc, en danger de bascule dans la folie. Donc, pour ne pas basculer dans la folie, il vous montre tout ce que vous vivez, mais comme des spectatrices. Ouais, voilà. Et après, à un moment donné, je pense que ça, vous l'avez ressenti, 3 semaines, 1 mois après, vous revenez dans votre corps et vous revivez les choses convenablement. Ouais, voilà. En moyenne, c'est 21 jours. Wow. Donc, c'est une réelle effraction psychique. Et ensuite, pour la personne qui va être incarcérée, c'est différent.
En fait, soit on fait partie du milieu, il y a un code, il y a des codes, c'est bien établi, on sait ce qu'on risque et on sait comment on va se comporter. Mais les conséquences, c'est à long terme sur le système nerveux central. Et il y a des gens, en fait, qui, pour la survie, et on en voit beaucoup, parce que j'aimerais mettre un point là-dessus, parce que les gens, ils vont dire « Ah, il aurait pu faire autrement, trouver du boulot, etc. » Les jugements hâtifs. Mais il y a aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas faire leurs courses, par exemple. Donc, ils vont voler, ne serait-ce que voler dans un magasin. On peut très bien se retrouver en garde à vue, on peut très bien... Et donc, à ce moment-là, quand on n'y est pas préparé, on peut être également sidéré de la même façon. Voilà. Donc, chez une femme, elle perd tous ses moyens. Voilà, elle peut crier, etc. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et bien souvent, parce qu'elle sort de son système de manière très violente. Et l'homme, lui, va beaucoup plus internaliser les choses. Ouais, donc, on voit des hommes, en fait, qui ne parlent pas beaucoup. On va dire, c'est parce qu'il est content ou il a des choses à cacher. Pas forcément, pas du tout. Ça peut être internaliser les choses, d'accord, face au danger. Zineb, raconte-nous, comment ça se passe de l'intérieur, une garde à vue? Est-ce que tu as des anecdotes? Moi, quand ils arrivent chez moi, c'est fini la garde à vue. Moi, il reste garde à vue prolongée. Du coup, la garde à vue, je ne sais pas. Après, des fois, ils sortent de garde à vue, ils sont ramenés directement par la police chez nous. Et ils sortent de 24, 40, 72 heures, etc. Ils arrivent, en vrai, ils ont passé ce petit cap, la garde à vue. Généralement, la personne détenue, elle le savait. C'est pas, par exemple, je me retrouve à conduire, le piéton, il sort de n'importe où, j'ai tamponné, ma vie, elle bascule. Moi, je vendais du pain et d'un coup, celui qui est vraiment dans un banditisme ou dans un délit ou un crime préparé ou construit, il a même construit son arrivée jusqu'à venir. Il est préparé, conditionné à venir me rencontrer aux arrivants. Le seul truc, c'est le choc carcéral. Nous, c'est plus, on va être sur le choc carcéral de « Ah ouais, mais en fait, c'est pas ça la vie. C'est pas ça, là. J'entendais l'autre dans son clip, l'autre dans son... Ah, mais non, en fait. C'est dur, la prison. Voilà, mais moi, je les ai pas en garde à vue. Ouais. J'ai pas cette transition. C'est arrivé à l'incarcération, comment ça se passe? Voilà, quand ils arrivent chez nous, ils peuvent arriver, ce que les gens ne savent pas, à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'horaire. C'est pas on pointe à 7 heures et on fait rentrer tout le monde. Ils arrivent par le greffe, soit ils arrivent directement avec les prèges. C'est des surveillants spécialisés dans les escortes judiciaires. Du tribunal, ils arrivent chez nous, etc. Ils arrivent par la police, de la garde à vue à chez nous. Ils viennent d'eux-mêmes se rendre. Ils ont reçu un courrier où ils savent qu'ils sont attendus. Ils viennent à telle heure, tel endroit. C'est les seules personnes, on va dire, qui ont rendez-vous avec la prison. C'est les seuls qui ont rendez-vous vraiment avec la prison. On leur dit, voilà, il a eu sa date de jugement. À partir du 7 octobre, tu te rendras à la maison d'arrêt pour tant de temps, tant de temps. Et les prévenus, il y en a qui viennent comme ça aussi? Les prévenus, non, on ne se rend pas. S'il est un prévenu, généralement, il ne se rend pas. Ou sauf s'il a eu une lettre, en attendant votre date de jugement, vous devez vous présenter, vous rendre à telle prison. Mais un prévenu, généralement, c'est quelqu'un qui sort de garde à vue ou autre et qui vient chez nous et qui est en attente d'un jugement. Le juge ou le magistrat chargé de son dossier, il a défini qu'il était soit un danger pour lui ou pour la société, ou que en attendant son jugement, il doit être enfermé pour telle ou telle raison. Et il y en a qui attendent longtemps, du coup, ça se passe comment, les mandats de dépôt? Les mandats de dépôt, c'est très long. Selon le crime ou le délit ou le statut juridique de la personne, les mandats de dépôt sont renouvelables. Ça veut dire qu'on va rentrer pour un premier mandat, en attente d'un jugement, on va dire, la date, elle n'est pas encore définie. Ça veut dire que l'enquête juridique n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore aboutie. Du coup, le temps que cette phase finisse, c'est selon les enquêteurs. Ça peut aller très vite comme très, très lentement. Ou après, quand on va demander aux détenus, il peut faire des allers-retours par contre. Tribunal, revenir à la prison, ou avocat, ou
pendant son incarcération, il retourne en garde à vue. Là, le matin, on va le réveiller, on va dire, voilà, 10h, t'es extrait, tu dois être prêt à 10h. Il descend au greffe, la police l'attend, ils le prennent, ils le mettent en garde à vue, ils continuent l'enquête. Après, c'est des auditions comme vous avez vécu. Voilà, nous, on a ça. Dites-nous ce que vous pouvez en dire sur ça, quel est votre positionnement. C'est une enquête. Quand l'enquête, elle est close, il y a une date de jugement, ils vont à la date de jugement. Après, des fois, il y a des dates qui arrivent à la fin du mandat de dépôt. Ils retournent devant le juge regarde si l'enquête juridique est finie, a abouti, ou si, en tout cas, on peut considérer que lui, il est innocent ou il est condamnable directement sans attendre la fin de l'enquête. Ah ben voilà, lui, il a tué, il a fait ci, il a fait ça. Voilà, l'enquête continue, mais lui, ça y est, on sait ce qu'il a fait, on lui met des années fermes. Et on peut réouvrir le dossier plus tard. Mais il commencera déjà à payer pour ce crime-là ou ce délit. Et la suite viendra après. Il y en a qui sont là avec plusieurs mandats de dépôt. Là, si je peux me permettre, là, on a eu dans la presse, il n'y a pas longtemps, l'accident de Kobalade, justement, qui, lui, avait déjà une affaire. Voilà. Donc là, qui se retrouve incarcéré. Donc lui, c'est son cas à lui, par exemple, parce que là, il a été incarcéré pour une autre affaire. Et donc, il a voilà, en France, on peut pas cumuler les peines. Je peux pas, par exemple, j'ai tué Paul, j'ai pris 15 ans, on peut pas me rajouter, mais en même temps, j'ai vendu de la drogue à l'autre. On peut pas me dire, on m'a donné 10 ans ici, on m'a donné 5 ans ici. On peut pas me dire, j'ai 15 ans à faire. D'accord. Chaque affaire, c'est pour ça que... Chaque affaire est différente. Chaque affaire, on a chacun un dossier. On va prendre la peine la plus conséquente. Du coup, on va prendre le crime sur ce cas-là, généralement. D'accord. On va prendre le crime, voilà, elle va prendre 10 ans pour le meurtre. Et sur cette affaire, elle va prendre 5 ans de sursis. Ok, ça marche. Voilà, mais on ne peut pas m'inculper pour plusieurs. Mais par contre, je peux être insérée avec plusieurs mandats de dépôt, attente de jugement, parce que pour l'instant, je suis considérée comme innocent. Même si j'ai 5 affaires, je suis considérée comme innocent. Tant que je n'ai pas été jugée, tant qu'on n'a pas dit que oui, les faits ont relaté, ont prouvé que j'ai fait ces choses-là, je peux avoir 15 mandats de dépôt sur moi. Tant que ce n'est pas prouvé, avéré, je ne suis pas condamnée, je ne les cumule pas. Juste, je vais être en procédure et attendre que toutes les enquêtes se mènent. Et après, la juge peut renouveler, mais elle a un maximum, un minimum. Et au plus on y va, après, c'est ce qu'on dira, ça va être les demandes de libération sous condition, etc. Ok, écoutez, merci pour ces précisions. Et là, on va passer un petit micro-trottoir. Du coup, on voulait demander l'avis des Français sur cette thématique. Donc, c'est tout de suite. Est-ce que vous comprenez les femmes qui attendent leur mari en prison ? Oui. Oui, totalement. Enfin, c'est pas parce que le monsieur c'est un prisonnier que... en fait, c'est un humain comme tout autre, quoi. Quand on est attaché à quelqu'un, oui, je peux comprendre qu'on a envie de l'attendre. Après, c'est propre à chacun, on va dire. Oui, par amour, oui. Oui, je pense que quand on est amoureux, on peut passer certaines étapes. Si votre conjoint était incarcéré, l'attendriez-vous ? Oui, je l'attendrais 10 ans, 30 ans, enfin il n'y a pas de souci, je passerai toute une vie à l'attendre sans aucun problème. Ça dépend, si elle a commis un crime pour moi, effectivement je serais peut-être que je l'attendrais, peut-être. Ça dépend où on en est dans la relation et ce qu'il a fait pour être incarcéré, quoi. Ce qu'il a fait aussi, je pense. Ça dépend beaucoup pourquoi la personne est tombée aussi. Moi, j'attendrais mon mari, personnellement. Ouais, je comprends, mais ça dépend de prison, pourquoi. Oui. Il y a des peines, non. La limite, viol. Ça, non, jamais. Et meurtre, genre meurtre psychopathe. Par exemple, si c'est un meurtre, je sais pas, il va venger ta fille qui s'est fait tuer, tu l'attends, c'est normal. Mais meurtre, c'est un tueur en série, non. Alors oui, peu importe le crime, même si c'est une situation encore là difficile, je l'attendrai. Les cas un peu meurtre, viol, les trucs un peu hardcore, ça, ce serait rédhibitoire, on va pas se mentir. S'il a tué quelqu'un, par exemple, ou s'il a fait des faits graves sur des enfants, ou des choses comme ça, probablement que j'attendrai pas. Quand on vous parle de la prison, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Privation de liberté. Moi, je trouve qu'il y en a, ils vivent bien en prison. Et franchement, en France, on vit bien en prison. C'est dur, quoi. Les prisons en France, c'est... Enfin, là, je suis pas allé, mais je regarde quand même pas mal de reportages. C'est de m'informer un minimum. Ça a l'air d'être assez compliqué. Est-ce que quelqu'un de votre entourage a déjà fait de la prison ? Oui.
C'est quelqu'un de proche ou... Oui, oui, c'est quelqu'un de très très proche qui n'est plus là actuellement. Donc, Et comment est-ce que vous avez géré la situation? Bah, après, j'étais enfant, donc c'était compliqué. Mais ça forge, on va dire. Ça forge. C'était pas très simple. Mais bon, après, on comprend en fait finalement que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir en fait de ce train de vie-là en fait parce qu'ils sont habitués. Et bah, c'est plus dur pour l'entourage que pour la personne en elle-même, je pense, parce que la personne ne se rend pas compte et l'entourage subit en fait. Mais faut essayer d'aider ces personnes-là comme on peut. Faut être présent, quoi. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ça. Du coup, j'ai entendu plein de choses déjà. Aziza, par rapport au fait que ce sont les gens à l'extérieur qui souffrent le plus. Donc, dis-moi, qu'en penses-tu déjà de ce qui a été dit? De ce qui a été dit, à part la personne qui a dit quel que soit le crime, ça signifie qu'elle a son système de valeurs, il y a aucune limite. Donc ça veut dire qu'elle renonce à elle-même déjà pour tout. Donc ça peut être dangereux comme attitude, mais après à savoir ce qu'elle a vécu aussi pour répondre à ça. Et je trouve que c'est touchant d'entendre. Je trouve que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est bienveillant. Les gens sont bienveillants. Et en fait, on retrouve l'attachement émotionnel et donc la loyauté, quel que soit le niveau. C'est-à-dire on a vu ça surtout auprès des femmes. Je ne sais pas si on a entendu le mec, il a dit si elle tombe en prison, si elle a fait un truc pour moi, peut-être, sinon non. Oui, parce que c'est très féminin ça, d'attendre les personnes, même au parloir, quand tu vois les parloirs, il n'y a que des femmes. Vraiment, je dis souvent, même aux détenus que j'ai devant moi, les personnes détenues devant moi qui me disent oui, A, B, C, je dis mais attends, c'est les femmes qui sont dehors. Parce que j'ai beaucoup, moi mon gars, s'il sort. J'ai eu beaucoup de débats comme ça avec des gens. Oui, si mon gars, moi je suis là, c'est moi j'envoie. Je dis ouais, mais moi, ce que je vois faire la queue tous les matins, à midi, 13h, 15h, 6h, 7h, c'est des femmes, des mères ou des femmes, ou les sœurs. Les sœurs plus que les grands frères. Après, oui, derrière dans le pécule, il y a beaucoup les hommes, mais c'est pas l'ami, quoi. C'est généralement 90%, c'est la femme. Dans le micro-trottoir, il y a une jeune fille qui a dit « Ah, mais on vit bien en prison ». Est-ce que c'est vrai? C'est le cas? Est-ce qu'on vit bien en prison? Alors, ça dépend lesquelles. Ça dépend quelle prison. Et après, quel mode de prison? Parce qu'il y a plusieurs maisons. Il y a les maisons d'arrêt, les maisons centrales, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement, ce n'est pas les mêmes lois. Mais en prison, dès le moment où on est privé de sa liberté, on vit mal. Merci. Après, comme je le dis souvent, on est privé de liberté, d'aller et venir. On n'est pas privé de rire, d'être heureux, d'être content, d'avoir des amis, d'avoir de la famille, d'avoir à manger, de se doucher, de téléphoner. On n'est pas privé de tout ça. On est privé d'aller et venir. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, nos faits et gestes sont surveillés. On doit attendre pour ouvrir une porte, pour que notre porte s'ouvre. Mais sinon, on a besoin d'attendre personne pour rigoler. S'ils ont envie de rigoler, ils ne m'attendent pas à 6 heures. Surveillante, c'est quand tu arrives, on a besoin de rigoler. Ils ont le droit de vivre, ils sont humains. Donc oui, on vit pas... On vit... Comparé à d'autres pays, oui, ça va. Les conditions, même, c'est la surpopulation, mais ça va. Comparé à d'autres pays, si on compare, parce qu'on aime bien comparer. En Indonésie, j'ai vu un documentaire. Voilà, toutes les choses. Mais personne ne pourra dire oui, c'était la vie de rêve. Ouais. Les filles, qu'est-ce qui vous a touché sur ce micro-trottoir? Sur les choses sur lesquelles vous êtes senties vraiment connectées avec les personnes? Le fait que qu'elles attendront, en fait. Je trouve que c'est cool quand même que tu vois qu'il y a d'autres personnes que ça ne leur est pas arrivé, qui pensent comme ça. Parce que personnellement, avant que ça m'arrive, je m'étais toujours dit en tête que j'attendrais pas. C'est vrai? Et ouais. Tu te disais quoi? Mais même peut-être, tu sais, des fois, on a toujours des a priori et des choses. Moi, par exemple, j'entendais des histoires de copines et tout. Pareil, c'est vrai qu'on se pose la question, ouais, rédhibitoire, mais quand on est vraiment dans la situation, là, on pense différemment. C'est ça. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Tu vois, je me dis, c'est gentil quand même.
Ouais, puis ce qui est bien en plus, c'est que c'est toutes les générations. Tu vois, t'as pas juste que des jeunes, t'as des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, des hommes aussi. D'ailleurs, je voulais revenir, il me parle de reportage, à savoir que les reportages, la plupart des choses, c'est tourné pour que votre cerveau, il pense que c'est genre hyper négatif, alors qu'il y a plein de choses que vous voyez pas, vous entendrez jamais. Il y a que les gens qui ont vécu la prison, ou alors par le biais comme nous, on a pu le vivre, tu vois, qui savent ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas du tout. Ouais, c'est vrai que les documentaires, c'est toujours fantasmé, exacerbé, etc. Sur quel levier vous avez trouvé des points communs? Par exemple, la jeune fille qui parlait, qui disait que ce sont les gens à l'extérieur qui souffrent le plus. Vous l'avez senti comment, vous? C'est vrai parce que, en fait, ils souffrent eux aussi, ils souffrent autant que nous. Je veux pas dire qu'on souffre plus parce que c'est peut-être pas vrai, parce que eux, déjà, ils sont privés de liberté. Nous, on est dehors. Moi, en fait, ce que je me disais quand mon chéri était en prison, c'est que, ok, moi, je suis dehors, lui, il est dedans, moi, je vis ma vie et lui, il vit pas sa vie. Et en gros, c'est ça, dans le cerveau, c'est hyper compliqué parce que t'es obligé de continuer à vivre parce que la vie, elle avance et qu'il y a rien qui va t'attendre. Hein. Moi, il y a personne qui va venir me brosser dans le sens du poil, tu vois. Mais c'est compliqué parce que eux, ils sont impuissants. Moi, je sais que mon chéri me disait tout le temps, j'ai tout le temps peur pour toi parce que je suis pas là pour te protéger, parce que je suis pas là pour t'aider, te dire, ok, ça c'est ok, ça tu devrais faire attention. Ça, c'était compliqué pour lui. Et je pense que dans la tête d'un homme, surtout d'un homme protecteur, c'est très dur de se dire, ma femme elle est dehors et elle assume tout pour moi. Et ça a été très compliqué pour le mien en tout cas. Pour toi, de ton côté, ça s'est passé comment? Moi, j'ai souffert. Hein. Toi, tu m'as parlé, justement, on va en parler justement, de l'impact psychologique. Tu as une grosse même dépression. Ouais, au début, je pouvais rien avaler. Hein. Genre, j'avais grave perdu du poids. Carrément, mon entourage, il s'inquiétait parce qu'ils me voyaient, genre, j'étais en train de faire limite, je faisais du 34. Genre, tellement j'avais trop maigri, j'avalais rien. C'était impossible pour moi de manger, mais ça, c'était au début, vraiment. Et c'est dur. En fait, après, peut-être c'est moi, parce que je sais que moi, j'étais dans un monde de tu venais de se marier. En fait, tu étais 2 ans avec lui. Oui, c'est ça. Après, vous êtes mariés et pile après... Ça. Voilà, en fait, je suis passée du rêve au cauchemar en si peu de temps. Et mon caractère, il est un peu, tu sais, je suis très princesse, tu vois. Et en fait, là, c'était un choc. C'était vraiment un choc. Vu que toi, tu vois, parce que ça t'est arrivé quand? Ça m'est arrivé au mois de septembre. Donc c'est de 2023, donc c'est récent encore. Toi, tu étais dans l'euphorie, donc c'était un petit peu... J'aimerais bien savoir l'impact que ça a eu sur ton entourage et surtout la vision que les gens ont eue de toi juste après. Est-ce que tu as ressenti un peu de honte peut-être ou je sais pas Au début, j'avais honte. Après, malgré moi-même, ça s'est su sur les réseaux. À la base, je voulais pas que ça se passe. Raconte-nous déjà, parce que vous êtes des créateurs de contenu, toi et ton conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand il a été jugé, ça s'est su... Non, quand il est passé en comparution immédiate, donc avant son jugement, quelques jours après, je vois un article sur Le Parisien, du coup, qui dévoile l'histoire, avec un petit peu de mensonges. Bien sûr, ils en rajoutent même. Oui, beaucoup même. Et quelques jours après, tu as les médias, enfin les blogueurs, médias d'Internet, en fait, ils ont tout sorti, tout dévoilé. Alors qu'à la base, moi, je ne voulais pas que ça se sache sur les réseaux, parce que j'avais honte. Mais après, cette honte-là, elle est partie, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi je vais avoir honte? Ça y est, c'est là, c'est devant moi. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Et du coup, tu as décidé à partir de ce moment-là de prendre la parole. Voilà, quand ça s'est su sur les réseaux, je me suis dit, j'attends que son jugement passe déjà, comme ça, il n'y a aucun problème. J'ai pris la parole sur les réseaux, j'ai raconté. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de femmes qui avaient vécu cette situation, qui m'ont écrit, qui m'ont grave soutenue. J'ai eu même Liam qui m'a écrit dans le même soir. Ça m'a fait grave du bien sur le moment. Ça m'a grave remonté le moral. Je me suis sentie moins seule. Et voilà. Et après, je montrais toute ma vie, en fait, quand j'allais au parloir. Je faisais même des vidéos sur TikTok. Je prenais ça à la rigolade. Je faisais des tutos colis de Noël, tutos linge de sac de parloir. Je me suis dit, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Ça y est, j'ai pleuré au début. Là, c'est bon, je vais mieux. Et franchement, ça m'a fait du bien. Je te jure, le fait d'en parler comme ça sur les réseaux, ça m'a amusée. C'est comme une thérapie. Oui, elle a libéré la parole. Oui, c'est ça. C'est bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas, les colis, comment ils doivent être mis, le linge. Et après, quand on leur dit, c'est mort, madame, dans 3 semaines,
Mais il va faire comment dans 3 semaines? Bah, fallait suivre. Parce que nous, on n'est pas là pour dire, ah bah madame, on va le chouchouter. C'est pas la colonie où on fait l'inventaire. Ah bah alors mon petit grand, maman elle a oublié une chaussette, c'est pas grave. Elle en a mis 4 en plus, c'est pas grave. Donc ouais, Mais c'est réglementé. réglementé. C'est réglementé parce que la cellule, c'est pas un palace. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui savent pas et qui mettent parce qu'elles se disent c'est la maman ou c'est la sœur, comme on dit, ou la femme. Je vais lui mettre 30. Oh, vas-y, il aime bien ses pulls. Je vais lui en mettre 30. Ça, allez, je vais lui mettre tous les chocolats du monde. Mais on est en prison. Ah ouais, tu vas en Algérie, tu vas chercher El Molden, tu mets un colis. Elle est pas partie en vacances. Du coup, c'est c'est ça. C'est une manière c'est de bien. rigoler de la chose. Mais Et je me suis dit, ça pourra aider d'autres filles. utile. Et je pense que tu as dû avoir des retours. Parce que nous, on ne l'explique pas, on donne une feuille. C'est ça. On donne une feuille. Ah oui. Et tu n'as pas suivi la feuille. C'est comme ça. Merci, au revoir. Mais du coup, parce que nous, on a le cas inverse avec toi. Toi, Clara, tu as été privée de parloir à cause des vidéos que tu faisais sur les réseaux sociaux. Donc toi, ça t'a pas causé du tort J'ai juste un peu perdu des abonnés, moi. Non, mais par rapport à l'administration pénitentiaire, est-ce qu'ils voyaient ça d'un mauvais œil, le fait que tu en parles sur les réseaux? Ça va pas plus que ça, franchement. Bon, ça va, t'as non. eu de la chance alors. Parce que Clara, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, mon chéri, quand tu rentres en prison, forcément, les premiers trucs que tu fais, c'est les démarches, le téléphone à la cabine et les parloirs. J'ai laissé d'abord la place à ma belle-mère et à ma belle-sœur, parce que pour moi, c'était évident, d'abord la maman, après la petite sœur, et moi ensuite, j'arrive après. Donc j'ai fait ma demande au bout de peut-être 2 semaines. Eux, ils s'étaient déjà acceptés. Au bout de 2 semaines, c'était plié. Je me suis dit, ok, trop bien, moi, La ça va être famille, pareil. très rapide, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis, ok, bah, je suis sa femme, on vit ensemble, on a les papiers ensemble, comme quoi on a un appartement ensemble. Mais vous n'êtes pas mariés? Mais on n'est pas encore mariés. Non, on n'est pas mariés. À cette période-là, on n'était même pas pacsés encore. Ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, en fait. Donc du coup, je me dis, ok, bah, ça va le faire, tu vois. Donc je me dis, à la limite, il y aura une enquête préfectorale, c'est pas grave, j'ai rien à me reprocher. J'ai fait de la garde à vue, mais je suis écartée de l'enquête. Ils ont compris, j'avais rien à voir. Donc je me dis, ok, ça va passer. Pas du tout. Première réponse que je reçois, c'est enquête préfectorale défavorable. Sauf que normalement, ils sont censés te dire pourquoi. Enfin, il y a toujours une raison. Donc première fois, je renvoie. Deuxième fois, troisième fois, j'ai fait peut-être 50 demandes de parloir. C'était interminable. 50? Ah oui, mais interminable, interminable. Et j'ai contacté l'OIP, c'est un organisme qui t'aide à comprendre les raisons pour lesquelles tu peux ne pas avoir de parloir, mais aussi ils peuvent t'aider à avoir des avocats, justement pour t'aider au niveau de la loi. Et même eux me disaient, mais en fait, c'est pas normal ce qui se passe. Mon avocat à moi me disait, mais c'est pas normal non plus. Même en payant, il pouvait rien faire. Et à la fin de sa peine, 1 semaine avant la fin, donc j'appelais tous les jours, hein, tous les jours que Dieu a fait, j'appelais pour savoir. Et je les harcelais, hein, ils en pouvaient plus de moi. Wow. Et tous les jours, je leur disais, mais vous savez, j'ai 19 ans, j'ai plus ma mère, je suis toute seule, je m'occupe de mon mari, enfin je m'occupe de mon mari, je l'attends, je m'occupe de lui, je lui envoie des mandats, je fais tout ce que je peux et vous me refusez un droit, parce que c'est un droit, moi j'ai pas de casier, machin truc. Au moins, vous me dites pourquoi. Ils n'ont jamais voulu me répondre, ils n'ont jamais voulu me passer la responsable de la prison. Je peux comprendre, mais au bout de 50 appels, tu te dis, bon, peut-être que. Et je l'ai eu 1 semaine avant la fin de la peine de mon chéri. 1 semaine. Et je lui dis, vous savez que là, je ne vais pas faire de demande de parloir, il sort, ça y est, c'est fini. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas eu mes parloirs. Ah, ben tu sais, si tu n'avais pas fait de vidéo sur les réseaux, peut-être que tu aurais eu tes parloirs. Qui a dit ça? La directrice de la prison. Mais c'était quoi tes vidéos? Je parlais de la prison, je disais comment on faisait pour avoir un parloir, comme toi, pour les colis, pour le linge, voilà. Mon quotidien, en fait. Est-ce que tu penses qu'ils avaient peur de te laisser venir le voir au parloir pour au cas où tu dénonces un petit peu les conditions dans lesquelles ils se trouvaient? Le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un hyper entière. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui ne me plaît pas, je vais le dire. Quand mon chéri était en prison, qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, je le disais. Voilà. Mais je pense qu'ils avaient très peur. Pas que les colis. Je pense qu'ils avaient très peur de ce que je pouvais dire. Exactement. Après, attention, quand je dis que je disais qu'est-ce qui se passait, c'était minime, quoi. C'est vraiment les parloirs. En fait, le plus gros que ce que je disais, c'était c'est pas normal, mes parloirs, ils sont refusés. J'ai fait une émission avec Brut, ça leur a pas plu. J'ai fait une émission avec Ça commence aujourd'hui, ça leur a pas plu. Ouais. Mais moi, je savais que c'était foutu, les parloirs. Donc je me suis dit, foutu pour foutu. Autant que tu racontes. Mais par contre, j'ai jamais donné le nom de la prison. Donc, d'un côté, je me disais, je comprends pas pourquoi ils ont peur, parce que les gens ne savent pas de quelle prison je parle, tu vois.
Non, mais après, ça peut remonter. Donc Mais ouais, si à mon chéri, les surveillants pénitentiaires leur disaient ta femme devrait arrêter les vidéos, tout ça. Ah, d'accord. Et il a eu une Jusqu'à pression. la prison, Ah oui, il a eu remonté. une pression des surveillants et tout. Hein. Ok, d'accord. Là, sur ce magnéto, c'est vrai qu'on a eu des gens bienveillants, mais les gens ne sont pas toujours bienveillants. Des fois, on a une mauvaise image des personnes incarcérées, il y a une déshumanisation par rapport à ces personnes-là. Aziza, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a des gens qui rejettent complètement Parce qu'ils regardent que la faute commise et plus l'humain. Et puis, c'est la première chose que l'être humain va faire, c'est malheureux à dire, mais c'est poser un jugement. Le regard à hauteur et la neutralité bienveillante, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place dans le cœur de quelqu'un que le jugement. Le jugement, c'est rapide, c'est facile, on a tous un point de vue, alors que la bienveillance, face à quelque chose qui nous échappe, donc, parce que c'est une question de contrôle aussi, va pousser les gens à être stigmatisants et mettre à l'index. Alors que, comme je le dis toujours, vous pouvez vous retrouver en prison du jour au lendemain, mais réellement. C'est-à-dire que demain, je donne un exemple, on touche à vos enfants, et puis vous avez un accès de folie, puisque le cerveau, littéralement, il va se débrancher, vous pouvez passer à l'acte. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr, on peut tilter, par exemple. Bien sûr. Moi, personnellement, je ne suis pas maman, mais si jamais quelqu'un touche à mon enfant, je peux faire... oui. Oui. Bien sûr. Tu dis, comment on appelle ça l'émotion, la sidération. La sidération. Sidéré, et puis le cerveau se débranche, et puis il y a un passage à l'acte. Ouais. C'est complètement envisageable chez n'importe quel être humain. Ouais. Même un moine, je veux dire, qui a l'habitude de prier, etc. En fait, c'est parce qu'on va à l'extrême. Hein. Oui. Demain, payez pas vos amendes. Voilà, par exemple. Si Snap a revendiqué, vous allez finir. Et pourtant, c'était une amende parce que vous n'étiez pas mal stationné et que vous ne l'avez pas payé. Donc là, on va parler du quotidien des femmes de prisonniers. Comment ça se passe, une routine? Donc, vu que toi, tu as fait toutes ces vidéos où tu allais régulièrement voir ton mari, les aspects financiers, les avocats, l'organisation, logistique des visites, comment ça se passe? Une journée type de femme de détenue, c'est quoi? Alors, une journée type... où on va voir son mari, par exemple. J'avais vu cette vidéo où tu prenais le bus jusqu'à Fresnes. Ouais, tu te réveilles tôt le matin. En général, moi, je prenais très tôt le matin, parce qu'il n'y a pas forcément de bouchons. Soit très tôt, ou soit, tu sais, vers 11h. Ouais. Donc, il faut prendre le rendez-vous bien en avance, bien sûr. Et des fois, j'avais des amis qui m'accompagnaient, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de voiture. Et j'avais qu'un petit scooter, donc c'était impossible d'aller en scooter. Et quand je n'étais pas véhiculée, je prenais le bus. Du coup, j'avais un bus qui me ramenait directement devant la prison. D'accord. Et après, pour moi, ça allait parce qu'à ce moment-là, je vivais chez ma mère, du coup. Donc, elle habite sur Paris, donc ça va, c'était bien desservi. Mais des fois, je parle avec des personnes qui habitent super loin et c'est super mal desservi pour ces personnes-là. Et voilà, après, tu fais ton petit parloir. Non, mais avant le parloir, ça se passe comment? Raconte-nous. Elle a bien... Là, c'est quelqu'un de gentil. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis gentille. Parce que la réalité, elle est pas non, comme ça. J'avoue, non. Surtout après, c'est pour vrai. vous. Oui. Parce que ça, c'est... Là, tu racontes la journée type du détenu quand il va au parloir. Oui. Après, c'est vrai que... personne qui reçoit. Oui. Ouais. Ça prend combien de temps? Lui, il va, il descend. Il est à l'étage, il descend, il va au parloir. Le parloir est fini, il remonte. La femme... Parce que là, je vais prendre le cas de la femme, vu que vous êtes femme de détenu, elle prend rendez-vous. Il faut venir 1 heure avant. Elle galère à avoir le rendez-vous. Elle vient 1 heure avant. Elle arrive, elle fait tout le chemin déjà. Elle rentre une première fois, elle se fait fouiller. Elle se fait vider les poches, tout. Il faut savoir qu'il y a d'abord un SAS qu'on appelle le SAS famille. C'est là où les familles, ils vont l'abri famille, ils vont donner leur nom, on va vérifier leurs papiers, leurs autorisations de parloir, etc. Déjà, tout ça, ça prend au moins 20, 30, 40 minutes, sachant que s'ils sont beaucoup et que ça prend encore du temps. Ensuite, elles vont arriver à la prison. Là, elles vont passer les portiques de sécurité. Là, on va vérifier qu'elles n'aient rien, que tac, on ne les dénude pas. On leur enlève leurs affaires. De base, à l'abri famille, elles sont censées, il y a des casiers tout posés. Mais évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle en prison. On est sorti d'un point A à un point B, on se refait contrôler. On passe les portiques, on vérifie qu'elles n'aient rien en dessous, au-dessus. C'est des portiques électriques, on les met, à aucun moment on les dénude ou autre. C'est les portiques, etc. Si ça sonne, il faut avoir un certificat, etc. C'est réglementé.
Après, 2, là, il y a encore, hein, c'est pas fini. 2, là, ils vont dans une salle, elles attendent. Là, il y a un autre surveillant qui vient avec une feuille, qui donne les noms et qui leur donne leur box. Après, c'est différent dans chaque prison. Hein. Là, je mets le basique. Le surveillant arrive, il dit, voilà, madame un tel, numéro. Mais ils ne vont pas dire le nom des femmes. Parce que pour leur protection, leur intimité, si le détenu a un problème avec d'autres gens qui sont dans le parloir, on va donner le nom du détenu. Chacun sait pour qui il vient. Et le nom de sa cabine. Ça veut dire les invités de ce détenu vont à cette cabine. Elles rentrent dans la cabine. Elles attendent, on ferme derrière elles. Déjà là, elles sont enfermées. Elles ne peuvent plus sortir. Sauf si elles toquent. Elles sont privées de rien du tout. Elles toquent, je ne veux plus, on la sort. Là, elles sont enfermées. Les détenus arrivent de l'autre côté. Eux, on vérifie qu'ils ont parloir, qu'ils ont bien le mot, le papier, l'identité. Ils descendent, on vérifie le linge. Évidemment, si c'est jour de linge, elles ramènent le linge. Ça fait des étapes en plus déjà, donc il faut venir à l'avance. Il faut déposer le linge, il faut qu'on fouille le linge. Il y a un mec spécial pour le linge. Il vérifie, etc., la nourriture, le machin. Eux, ils arrivent, on les met dedans, drink, ça sonne, ça commence, 45 minutes. C'est pas 46, 47, c'est 45. Ça sonne, drink. Les quelques minutes qu'on gratte, c'est le surveillant qui va de là à là pour ouvrir. Les femmes, on sort les familles. Les détenus, on sort, ils sortent d'un côté, ils sortent de l'autre, etc. On sort d'abord les détenus. Les femmes restent enfermées encore. Les familles restent enfermées. Là, elle peut toquer, elle peut crier. Tant que les détenus ne sont pas passés, elles ne sortiront pas. Et une fois que là-bas, ça dit que c'est clair, là, c'est clair, on ouvre à tout le monde et eux, ils partent... voilà, si c'est clair, c'est clair. Tout le monde part. Maintenant, c'est sombre et il n'y a pas tout le monde qui part. D'accord. C'est super. C'est déjà arrivé... Un détenu vient 45 minutes. Des familles viennent 2, 3, 4 heures. Et il y en a, ils viennent de très loin pour 45 minutes. C'est déjà arrivé des soucis lors des... Oui. Quoi, par exemple? Les parloirs, c'est un autre monde. Il y a la prison, il y a les parloirs. Les parloirs, c'est... On a de tout. Ça dépend de qui reçoit et qui vient. Il y a les femmes, les maîtresses, les amis. Elle a dit maîtresse, elles ont fait comme ça. Les amis, les parents, les psychologues. Après, on a même des personnes, c'est des gens parloirs. J'ai oublié le nom exact qu'ils ont. Je suis désolée si vous regardez. J'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est des associations. C'est des associations, voilà, qui vont venir, mais c'est un nom spécial. Des gens d'associations qui vont prendre de leur temps pour venir rencontrer des détenus et faire des parloirs avec des gens qui n'ont pas de visite, que personne ne visite, etc., pour échanger, pour leur permettre d'avoir ce moment d'intimité et tout. Mais après, oui, il se passe 1 million de trucs. Il y a 2 mondes. Tu peux être là, tu passes. Lui, il est avec ses enfants, sa femme, etc. T'arrives, lui, il est avec la maîtresse. Lui, il est avec le frère. Lui, il y a sa sœur, elle lui fait les tresses. C'est un autre monde. Sa sœur, elle lui fait il profite de ça. Sa sœur, elle lui fait les tresses. L'autre, 45 minutes. Voilà, il est avec sa femme. Ne vous inquiétez pas, il y en a, ils sortent avec des coupes. Il est sorti, il est revenu. Fou. Tac, c'est une organisation. Donc, ils ont le droit de se toucher, les gens? Ils ont le droit de parler? C'est un petit bureau. C'est un petit bureau. Après, tout dépend de la prison. Chacun a une installation différente. Moi, pour avoir vu différents parloirs, il y a celui où c'est juste un tout petit box et il n'y a que des chaises. Et les chaises, on les met quand les personnes arrivent. Ils sont séparés par une vitre ou pas du tout? Ça dépend. Non, ça dépend les prisons et Covid ou pas Covid. Parce que le Covid a permis d'imposer beaucoup de choses et de garder beaucoup de choses. Voilà. Mais ça peut être une petite pièce où il y a la chaise détenue. Si elle vient, je sais pas, elle a un enfant, on va mettre 2 chaises de son côté. L'enfant, il est assis, la dame, elle est assise, etc. Après, on a le droit de se toucher, on a le droit de se parler. En fait, il y a ce qu'on a le droit et ce que la prison va tolérer et ce que le surveillant va tolérer. Dans la vie, c'est un peu comme ça. Il y a les droits et la tolérance. Évidemment, il y a des choses interdites qui sont tolérées. Je pense que tu vas en venir et que le sujet sortira forcément au vu du fait qu'on parle des parloirs. Il y a des choses qui sont tolérées. Après, ils peuvent se toucher. Comme j'ai dit, ils sont privés de liberté. Pas du reste. Ils peuvent venir faire un câlin à leur famille. Après, il y a certaines personnes, c'est selon leurs conditions d'incarcération, selon le magistrat chargé de leur dossier. Il y a des gens, ça sera derrière une vitre. Il y a des gens, ça sera des box spéciaux. Il y en a, ils n'auront pas le droit au contact, pas le droit au truc.
Après, toi, tu n'as pas eu le droit au parloir. Est-ce que tu as fait une demande au juge chargé du dossier de ton mari pour avoir cette autorisation et savoir la raison? Moi, j'ai écrit à la terre entière. Maintenant, la meilleure question, le juge chargé de son dossier, est-ce que tu lui as écrit? Franchement, je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée. J'ai plus le souvenir. Tu sais, mon cerveau, il a vraiment fait des traits noirs. Genre, il y a plein de choses que je me souviens. Je sais pas si la prison a puni le fait que tu aies fait des vidéos ou non. La loi, en tout cas, moi, je vais parler de la loi, un prévenu, c'est le juge chargé du dossier, le magistrat chargé du dossier qui donne la réponse des parloirs, qui donne les autorisations ou non. Un condamné, c'est le directeur, le chef d'établissement, il autorise qui il veut. Il est condamné. Mon chéri, voilà, il est condamné. C'est le directeur de la prison qui prend la décision. Maintenant, en écrivant au juge chargé de son dossier, sûrement que le directeur, il ne prend pas une décision, je ne l'aime pas, je ne le fais pas. Bien sûr. Des fois, les gens, ils ne savent pas, le détenu, la femme ne savent pas. Dans son dossier, il y a déjà écrit parloir interdit à la famille, à la femme ou à un truc. Et considérant que tu n'étais pas marié ni paxé, tu étais en couple avec lui, je ne remets pas ton couple en question. Bien sûr, non, t'inquiète pas. Aux yeux de la loi, tu n'étais personne pour lui. Pour ça que sa famille l'a eu en 2 semaines, en 15 jours, en 3 jours. Tu vois, maintenant que tu le dis, tu sais que tout à l'heure, quand je te disais, l'avocat pouvait rien faire. Je voulais le payer, tu vois, genre donner des... Mais il pouvait rien faire, sauf que tu connais, tu sais comment ça se passe. Genre, je sais pas s'il faudra le dire ça dans l'interview, mais parfois, il y a des trucs qui se passent sous la table. Et l'avocat en question pouvait faire ça. Et il m'a dit, même là où j'en suis, je peux rien faire au niveau de la juge. Il connaissait très bien la juge, hein. Donc il lui a demandé très certainement. Il m'a dit, je ne peux rien faire. Oui, d'accord. C'est comme j'ai dit. Là, pour revenir sur les parloirs, donc toi qui as fait les parloirs, qu'est-ce qui est le plus frustrant en fait quand tu rentres dans cette pièce? Alors déjà, moi, la première fois où je suis arrivée, j'étais perdue. Donc il n'y a personne qui me dit quoi faire, où aller, comment ça se passe. Vraiment personne, hein. En tout cas, de la prison, il n'y a personne. Heureusement qu'il y avait des femmes super gentilles qui m'ont dit comment faire et tout. J'étais comme ça la première fois, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'étais stressée. Quand tu l'as vu la première fois, ça a été quoi ta réaction? J'étais grave contente. T'as pleuré un peu? Non, même pas. Je pensais que j'allais pleurer, mais même pas. On a fait que rigoler, on s'est pris dans les bras. Franchement, on a discuté, on a parlé et tout. Franchement, c'était grave cool. Et j'étais grave contente. C'était un soulagement, en fait, que je le vois et que je vois qu'il est bien et qu'il va bien. Ouais. C'était le plus important pour moi. Mais ouais, franchement, le délire du parloir, moi, je trouve ça sombre. Ouais. Après, peut-être ça dépend des prisons, mais en tout cas, où il était, c'est personne sourit. Tout le monde fait la gueule, y compris les surveillants, tout le monde. Hein. Ils sont vraiment en mode énervé. Tu sais pas pourquoi. Donc ça te met déjà dans une sale ambiance. Tu dois attendre. Quand tu passes le portique, moi je sais par exemple, je ne mettais pas de soutien-gorge parce que ça sonnait. Voilà, oui. Voilà. Ah ouais, okay. C'est gênant quand même. Genre, tu dois y aller. Après, il y a des soutiens-gorge sans... Spécial prison. Non, pas spécial prison. Ma belle-mère, elle appelait ça comme ça. Elle me disait, je mets mon soutien spécial prison aujourd'hui. Les entreprises nous appellent pour faire un partage. C'est vrai que moi, il y avait des soutiens de Primark, par exemple, qui ne sonnaient pas. Voilà, mais voilà, si on peut dire des marques. Mais en gros, on évite les armatures, on évite les vestes en cuir avec... Voilà, c'est toute une organisation. Donc tu passes, t'attends. Pas, oui. Pour le linge, par exemple, il y a des habits qu'il ne faut pas ramener. Par exemple, des pulls à capuche, c'est interdit. Des vêtements bleus, c'est interdit. T'as par exemple, les chaussettes, il faut en ramener 7 ou 8, je ne sais plus. Si tu dépasses, ils te les redonnent. Enfin, ah oui, et le sac, avec quoi tu ramènes, il faut que ça soit un cabas fermé à zip, mais ça, je sais que ça dépend ça dépend des prisons. En tout cas, où il était, il fallait qu'il y ait un zip et pas de trou. Parce que s'il y avait un petit trou, si tu avais le malheur d'avoir un petit trou, ils te refusent le sac. Et ouais. Après, ça m'est arrivé. Sur les parloirs, en fait, chaque prison... En gros, il y a 188 prisons en France. Il y a une école. C'est pas comme la police ou les autres fonctions où il y a plusieurs écoles en France et chacun a une formation. 188 prisons, une école, qui est le même fonctionnement, les mêmes bases dans les 188 prisons. Après, le mode de fonctionnement et la rapidité ou l'efficacité de parce que c'est une brigade parloir. Par exemple, moi, je n'étais pas au parloir. Moi, je n'allais pas au parloir. Sauf si vraiment demain, il y a quelqu'un de malade, il faut remplacer. C'est spécial. C'est une brigade parloir. Ils font que ça dans la prison. Mais chaque prison va fonctionner différemment. Mais la loi, elle reste la même. Tu n'as pas le droit au pull bleu ou affilié parce que ça t'affilie aux surveillants. Pardon. Ça t'affilie aux surveillants, c'est nos couleurs.
Militaire, tu peux pas, c'est les couleurs en gros de l'uniforme. Il y a un taux à pas dépasser parce qu'après, on peut utiliser les chaussettes. Vous savez pas, vous ramenez 7 paires de chaussettes. Les chaussettes sont pas utilisées en tant que chaussettes. C'est yo-yo. En yo-yo ou en fil corde pour se pendre. Il y a beaucoup de choses, ou pour raccrocher ou pour créer d'autres choses. C'est Du pour coup, ça on qu'il y a limite des les quantités. limites, Et parce que, comme je dis, c'est pas un palace. Si la personne a 40 000 puis l'autre détenu en a 40 000, ils vivent plus. Ils sont tu peux déjà dans expliquer ce que 9 c'est que les yo-yo parce que les gens qui nous regardent, ils Voilà, vont pas comprendre. Les yo-yo, c'est un moyen d'échange. On va essayer de faire au plus simple. Entre fenêtres. Pour décrire un yo-yo, c'est un moyen d'échange de contenu Divers et variés. Divers et variés entre détenus. On peut aller de l'exemple le plus simple. Albert, il est à la 15, moi je suis à la 15e cellule. Moi je suis à la première, j'ai pas de sel et je suis en train de faire une petite salade, il faut de l'assaisonnement. On va prendre l'exemple le plus simple. À place d'attendre le surveillant le lendemain ou oui, surveillant, est-ce que tu peux me trouver l'auxiliaire d'étage qui me fournisse du sel ou est-ce que tu as du sel? Il va crier « Oh, la 15 !» Il va accrocher, il va demander « J'ai besoin de sel ». Celui de la 15, il va accrocher ce qu'on appelle un yo-yo, une chaussette à une fourchette, etc. Et ils vont se les envoyer et l'autre, il va accrocher, il va récupérer le sel. D'accord. Et du coup, on récupère beaucoup de choses comme ça. C'est le moyen d'échange. Voilà. Un yo-yo, c'est un moyen d'échange entre détenus très créatif. Très créatif. Voilà. C'est très bien. On va finir sur les parloirs. On va parler des bébés parloirs. Voilà, oui, voilà. Oui, on va embrayer sur les bébés parloirs. Du coup, toi, tu as eu du soutien. Je ne sais pas laquelle de vous deux. C'est toi qui as eu le message de Liam. Oui. Ça a été très médiatisé. Bon, elle en a parlé parce que, d'ailleurs, on lui envoie le salam à Liam, qui s'est coupé des réseaux sociaux suite à une tragédie. On l'accompagne vraiment dans cette douleur et on lui envoie de la force. Donc elle a eu des bébés parleurs, elle en a parlé, on pouvait regarder sur YouTube, elle en a parlé un peu partout. Du coup, pourquoi ce phénomène il existe en fait? Moi j'aimerais bien voir avec Aziza. Bon, c'est vrai que ça contribue au maintien de la famille, voilà, le besoin physique et tout ça, mais est-ce que c'est une bonne idée de faire un bébé parloir? Bon, je pense qu'il y a tous les avis autour de la table, mais comment on peut expliquer ce besoin, malgré cette condition, de faire un bébé parloir? Parce que le couple, il ne se défait pas en dehors des murs, ou à cause des murs. Le couple reste le couple. Et il y a donc des couples qui décident qu'ils vont avoir des enfants. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est pas à nous d'en juger. Pas à nous d'en juger, bien évidemment. Voilà. Ça dépend de chaque histoire, chaque Par contre, là où je considère qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement, c'est au niveau de l'enfant. Parce que, comme on l'a vu, la jeune qui a témoigné, le milieu carcéral pour l'enfant, c'est très, très, très violent. C'est très violent. Et donc, en plus, comme tu l'as expliqué, en fonction des niveaux de détention, de ce qui est permis, pas permis, etc., l'enfant, il peut ne pas avoir accès à son père. Parce que là, on parle de bébé parloir sur des couples. Ça peut être du grand banditisme, de la petite délinquance, etc. Mais vous avez des gens qui font un bébé parloir avec quelqu'un qui est en prison parce qu'il est pédophile. Il y a ça aussi. Donc tout dépend, encore une fois, tout dépend avec qui, dans quelles circonstances. Bien sûr. Et il faut surtout être très bien entouré. Après, moi je suis assez candide, en dehors du fait que je sois thérapeute, je considère que plus il y a d'amour, plus il y a d'espoir de réhabilitation. Ouais, à mon sens, quelqu'un qui est incarcéré, il peut se réhabiliter. Ça leur garde un lien à l'extérieur. C'est un levier extraordinaire. Je vais changer pour mon enfant, je vais me bonifier. Ça peut être un levier, je trouve, d'amour extraordinaire. Et ça peut appuyer sur la corde sensible et la culpabilité. Parce que de dire, je ne peux plus lui faire vivre ça à l'enfant. Et quand vous regardez, c'est super bien codifié dans le grand banditisme. On ne touche pas aux enfants. Et on sort pour les enfants. Non, voilà. C'est le discours que j'ai à l'intérieur. Ce discours, c'est où j'ai le plus de... Quand je demande, mais
quand tu vas sortir là, c'est quoi la suite? Non, moi, surveillante, ça y est, maintenant j'ai des enfants, j'ai des trucs. Après, pour le bébé parloir, je vais en revenir. En vrai, Déjà, comment ça se passe? Il s'appelle pas. Il s'appelle pas. On va faire un bébé parloir. Oui. Non, mais là, attends, moi, c'est mon kiff là. Je donne un exemple. Non, mais je donne un exemple. Si par exemple la personne, voilà. Non, je vais t'expliquer comment ça se passe. Attends, laisse-moi finir. Ouais. C'est mon plateau. La personne, par exemple, voilà, elle a 40 ans. C'est une dame, elle a 40 ans, elle n'a pas d'enfant. Son mari l'a incarcérée. Elle sait qu'il lui reste plus longtemps pour faire concevoir, etc. Elle sait que c'est l'homme de sa vie. Elle sait qu'elle va faire sa vie avec lui. Elle a peut-être déjà des enfants. Elle a fait sa vie. Bref. Elle décide avec son conjoint de faire un bébé parloir. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des endroits spéciaux pour faire ça? Ou ça s'appelle UVF, c'est ça? Je vais t'expliquer parce qu'en vrai, de base, c'est interdit par la loi les relations sexuelles dans les parloirs. Pas pour priver la relation entre les deux personnes, mais pour protéger, mettre en sécurité la personne qui est venue et le détenu. Parce qu'on ne peut pas attester d'un consentement dans cette pièce. C'est juste la loi. Après, il y a des tolérances où certains surveillants vont tolérer le câlin long, les bisous, le machin, etc. Dans une discrétion. Après, il y a aussi les codes de la prison où demain, je suis à côté d'un box où le prisonnier, le détenu, il est avec ses enfants, sa femme, etc. Et qu'à côté, le détenu... mes enfants, ils sont en train d'entendre des... Ce détenu, il sera attendu le lendemain en promenade. Ok. Ouais. Genre, t'es un fou, il y avait ma mère, il y avait mes enfants. Il y a des codes en prison aussi. Chez les détenus, il y a des comportements, etc. Après, quand c'est discret, quand c'est truc. Mais on est là aussi... moi, je me rappelle... j'étais en stage dans une prison que je ne dirai pas le nom. Du coup, je découvre un peu les lieux et tout. Et on me dit, tu vas aller au parloir côté famille. Du coup, moi, je recevais les familles, mais pas dehors. Moi, je les recevais, vous voyez, le dernier moment où on vous dit rentrer dans les box. Moi, je suis celle qui vous enfermait dans le box. Moi, là, mon optique, c'est votre sécurité. C'est être sûr qu'il n'y a rien qui est fait contre votre consentement, qu'il n'y a aucune violence qui est fait en votre rencontre et que vous passez un moment agréable en pleine conscience. Là, oui, vous acceptez ce moment de 45 minutes. Si la personne est toc, tout de suite, ça court. Ça va très, très, très vite en prison, par contre. Une fois, je suis déjà arrivée, j'ai même pas eu le temps d'enfermer la personne. Le détenu, on m'a dit, les détenus arrivent, tac, fermeture. Je tourne ma tête, c'était très rapide. Je tourne ma tête, il avait déjà attrapé sa meuf, baissé le pantalon. Mais moi, stagiaire, une petite stagiaire comme ça et tout, dans ma tête, il est en train de faire un truc de fou là. Ça rentre, alarme, tout, je déclenche tout. Alarme, tout. Sécurité, tac, tac. Mais en vrai, c'était dans le tranquille, elle était consentante. Il n'y avait pas de problème en fait. C'est leur manière d'exprimer leur amour. Mais moi, petite stagiaire, ça fait 2 semaines que je suis là, on me parle, je vois un mec qui l'attrape. Je me suis dit, la fille, elle est morte. Et après, c'est moi, on va me dire, mais attends, moi j'ai tout déclenché. Déjà, niveau sécurité, la personne, si elle n'était pas consentante, j'aurais été son héros. J'ai tout déclenché. Ouais. On préfère prévenir que guérir. Là, j'ai prévenu tout le monde, ça arrive, c'est pas autorisé. Malheureusement, les conséquences ont fait que... après, les privés de parloir, etc., il y a des sanctions derrière. Maintenant, est-ce que je regrette? Mon acte, je ne le regretterai pas parce que lui, il m'a beaucoup détesté. Je l'ai privé de parloir pendant longtemps. Mais en vrai, moi, à aucun moment, je regrette. Parce que si ça avait été le cas inverse, où là, la personne, elle se faisait vraiment agresser, c'est l'autre personne qui m'en aurait voulu et moi, je m'en serais voulu. Là, c'est bon, c'est une personne. On ne l'a pas interdit de parloir définitivement. On a dit cette personne, on va éviter pendant quelques mois, histoire de... Mais après, c'est parce qu'ils ont des envies, ils ont des besoins. Ça reste des hommes, quand on est dans une prison pour hommes. Les hommes ont des besoins. Et malheureusement, le bébé parloir, il arrive dans le sens où ils vont activer ce besoin. Et nous, on a enlevé la protection. D'accord. Du coup, ça arrive... plus souvent qu'on pense, mais très largement. Mais après, le surveillant qui fait bien son travail, qui passe, t'es dessus. Après, ils savent bien se cacher. Quand on dit on a vu, j'ai déjà vu des actes, je savais même pas.
Il y en a, ils sont très forts dans le « ça discute, elle vient avec une longue jupe ». En fait, c'est plus, tu le sais, de comment elle est apprêtée, comment ils sont assis. Après, ils essayent de se cacher. Hein. C'est pas des grandes baies vitrées, on est comme ça, genre « tu fais quoi ?» Il n'y a pas de caméra de surveillance? Non, il n'y a pas de non, alors c'est comme des toilettes, c'est comme les vestiaires, c'est une intimité. La caméra est interdite dans la salle. Certaines salles, il y a des salles, mais tu es obligé de le savoir. Ce parloir, vous allez être filmé. La vidéo commence maintenant, la vidéo s'est arrêtée maintenant. Ça, c'est selon des détenus, les DPS, des détenus potentiellement surveillés, là. Mais non, il n'y a pas de caméra. Dans les couloirs, il y a des caméras. D'accord. Pas dans le... Donc après, des fois, ils se cachent dans le petit angle. Mais après, tu es plus... OK. Quand les familles, elles arrivaient, au début, j'ai eu ça. Mais après, quand les familles, elles arrivaient, je savais déjà. Hein. D'accord. OK. Donc toi, tu es contre, hein, tu nous as dit, tu es contre les bébés parleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue? Alors, je parle bien du parloir, donc pas l'UVF. Hein. Oui. Mais pour moi, je trouve ça tellement... déjà, c'est pas très propre. Ouais. Donc, niveau hygiène, voilà. Et je trouve ça bizarre. En fait, à tout moment, quelqu'un peut te voir. Ouais. Tu sais pas si on va te voir ou pas. Et je trouve ça gênant. Ouais. Voilà, donc moi, personnellement, je suis contre. Toi, t'es contre. Et avec ton mari, t'as pas eu de UVF? Pas du tout. Comment ça se passe pour les UVF? Il faut faire Alors, la demande avant. Donc, oui, unité, c'est quoi UVF? Unité de vie familiale. Ouais. Il n'y a pas encore toutes les prisons de France qui sont équipées d'UVF. Par exemple, des prisons parisiennes qui ne sont pas assez grandes ou qui n'ont pas encore cette unité, on va appeler ça des parloirs prolongés. À la place de 45 minutes, dans certaines prisons, c'est au même endroit, malheureusement. C'est une pièce un peu plus grande et le temps est plus long. Mais vraiment, dans les prisons où ils ont vraiment une vraie unité de vie familiale, le détenu fait la demande au chef d'établissement ou au juge, au magistrat chargé de son dossier, selon s'il est incarcéré ou s'il est condamné ou prévenu. Ils font la demande, sachant que tout est aux frais du détenu. D'accord. La personne de l'argent détenue. en plus. Ouais. En gros, oui, la personne détenue, c'est pas comme si on va pas dire qu'elle réservait une chambre d'hôtel, hein, mais c'est à elle de fournir la nourriture aux personnes et à elle-même et aux personnes qu'elle accueille. Par exemple, il va faire une demande, voilà, je veux qu'il y ait ma femme et mes 2 enfants. Lui, on va lui dire, par exemple, je dis une bêtise, hein, c'est pas du tout ça les chiffres, je les connais pas. Comme je dis, c'est une brigade vraiment attitrée, c'est eux qui connaissent. Et c'est selon les prisons, parce qu'il y en a, ils ont des grandes unités de vie, d'autres des... Voilà, le parloir prolongé, c'est gratuit. Hein, y a pas de... Mais la condition d'un UVF, la personne détenue va récolter cette somme-là pour accueillir sa famille dans les meilleures conditions. C'est vraiment... on change du tout au tout. Là, on arrive... C'est vraiment une pièce, un appartement super bien fait avec des jouets, de la couleur... comme si on était dehors, comme si c'était la réalisation d'un film. On est vraiment dans un truc où l'enfant qui va venir, à aucun moment, il va se dire, il y a des barreaux, mais c'est très surveillé. Hein. Je ne pense pas qu'il va ouvrir la fenêtre. Il y a des barreaux, c'est fermé et tout, mais c'est vraiment fabriqué, quoi. Ok, d'accord. Et la personne détenue va faire la demande, on va lui dire, on va dire c'est tant d'argent, je sais pas, je dis une bêtise, mais on va dire 200, 300 euros, la nourriture, le truc, il n'y a pas d'UVF une nuit. D'accord. C'est sur plusieurs jours. C'est pour ça que quand je dis des chiffres, les gens qui ne s'affolent pas, dire « Quoi, 400 euros je vais au Hilton, c'est moins cher. C'est sur plusieurs jours. La personne, voilà, on va ouvrir, on va dire bonjour, elle va rentrer. Généralement, elle est accueillie par une personne en civil, des surveillants civils, s'il y a des enfants. Plus pour le traumatisme des enfants, pour séparer, ils vont rentrer, etc. Pendant les 2-3 jours, ils seront seuls. C'est pour ça qu'ils payent la nourriture, etc. Ils vont cuisiner, ils vont faire une vie de famille comme s'ils étaient dehors. Voilà. Alors qu'à l'intérieur, nous, le surveillant ramène la nourriture. On va passer à la suite. On a eu des témoignages de personnes qui se sont trouvées dans cette situation. Du coup, on va écouter ces témoignages tout de suite. Mon copain est incarcéré depuis 6 mois et il refuse que je vienne le voir au parloir. Je ne sais pas quoi faire. Il dit que ce n'est pas un endroit pour moi. Pourquoi agit-il comme ça? Je ne sais pas comment garder notre relation forte. Avez-vous des conseils? Alors moi, je pense que c'est son copain. Il veut la protéger. Ouais. Moi, je pense que c'est bienveillant de sa part. Ouais. Parce que c'est un autre monde là-bas. Ouais. Après, qu'est-ce qu'elle devrait faire?
patienter. Hein. Enfin, faut juste qu'elle comprenne qu'il veut juste son bien. Et à ce moment-là, elle aura compris, je pense. Faut quand même faire attention parce que moi, je le répète hyper souvent, mais t'as des gens qui sont pas là pour toi. Il y a des gens, ils sont là pour ce que t'as. Et ça, c'est une différence qu'il faut savoir faire, c'est que il y a des signaux. Si tu vois que la personne, elle te demande toujours des choses en contrepartie, de l'argent, des mandats, des services à aller faire à gauche, à droite, c'est un signal. C'est un signal red que... flag. Ouais, vraiment red flag. Donc du coup, tu penses que c'est une bonne chose, le fait qu'il ne veuille pas En fait, t'as deux options. C'est si la personne, comme je t'ai dit, elle a le comportement qui va derrière et qui te prouve qu'elle ne veut pas que tu viennes parce qu'elle veut te protéger, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu te dis, ok, il y a peut-être un truc qui est bizarre, ton instinct, il dit jamais faux. Jamais. D'accord. Ok. Donc courage à cette jeune fille. Hein. On a un autre vocal, du coup. Je suis enceinte de 6 mois et mon mari est en prison. J'ai peur pour ma santé mentale, surtout avec l'arrivée du bébé. Existe-t-il des groupes de soutien ou des aides financières pour les conjointes de détenus? Aussi, je redoute de devoir expliquer à mon enfant pourquoi son père était absent à sa naissance. Comment s'y préparer? Alors, Aziza. Alors, oui, c'est compliqué parce qu'il y a une désorientation en fait du temps, dans le temps et dans l'espace, que ce soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et alors moi, je suis partie prenante d'assumer tout ce qui se passe. Et plus en fait, elle va assumer que son conjoint est incarcéré et qu'elle est enceinte et que c'est un enfant issu d'amour, en réalité, et que c'est la vie, cet enfant en fait va se construire dans une identité déjà où il est issu d'amour. Ça, c'est pour la partie assumée. Et pour elle, je trouve qu'il est important, et je vais souligner quelque chose qui est très peu connu, qu'il est important d'être prise en charge, d'avoir un suivi thérapeutique, parce que la maman, quand elle est enceinte, elle sécrète des hormones, et donc ça va être le cortisol et les catécholamines, et donc le bébé, il va baigner dans un liquide amniotique hyper stressé. Donc, si on lui dit pas, si on lui verbalise pas, il l'aura à l'intérieur de lui. Donc, en fait, se taire, c'est faire crier, en réalité, quelque chose qu'on cherche à étouffer. Plus vous allez chercher à étouffer une réalité, plus elle va être... vous savez, c'est comme quand on évite de parler de quelqu'un qui est décédé. Tout le monde, en fait, en entend parler en réalité. Vous voyez ? Et ça, c'est important. Et aussi, il y a la suite. Et ça, c'est l'épigénétique, le transgénérationnel. Aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent qu'on transmet des histoires, que les génomes s'expriment. Donc, si on ne dit pas la vérité sur ce qui s'est passé, il y a un moment donné, les générations suivantes vont avoir l'expression, en fait, sur un génome de l'histoire qui a été cachée. Donc, je trouve qu'il faut assumer. Nous sommes tous des êtres humains de toute façon, donc plus on va assumer ce qui nous arrive et plus on reprend le pouvoir sur sa vie. D'accord. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est un suivi et assumer. Voilà. Et par rapport aux aides, est-ce qu'il y a des groupes de soutien pour les femmes qui sont dans cette situation? Il y a beaucoup d'associations, on en parle peu, il y a beaucoup d'associations d'aide ou même à la mairie, etc. Il y a beaucoup de gens qui aident. Mais après, c'est vrai qu'il manque encore de l'aide. Beaucoup. Énormément. Quand j'entendais, juste tout à l'heure pour revenir, quand elle disait le plus dur, c'est ceux qui souffrent le plus, c'est ceux de dehors. Totalement. Totalement. Et tout à l'heure, je voulais souligner, Clara, tu disais oui, mais c'est parce que tu souffres que tu lui donnes des excuses. Oui, non, mais c'est du sens où, juste pour te dire qu'en gros, c'est ça la femme. C'est pour ça qu'on dit ça souffre plus dehors. Et une femme, c'est important dans la vie parce qu'elle va lui trouver une excuse. Ah, il est là-bas, moi je suis dehors, je fais ma vie. Lui, il a décidé cette vie-là. Bien sûr. À la base. Il l'a décidé, il a décidé. Et eux, ils ont cette aide. Ils ont les psys, ils ont les médecins. Ils sont suivis, eux, pour leur choc carcéral et l'incarcération et tout ce qu'ils vivent. Ils ont des CPIP, des chargés de probation et d'insertion sociale, etc. La femme, elle n'a rien. Et faut qu'elle se dirige. Et je pousse cette dame à aller d'elle-même, aller voir son médecin traitant qui lui donne une ordonnance, qu'elle aille voir un psychologue, qu'elle puisse se confier, qu'elle puisse partager son côté à elle, sa rage, sa haine et ses difficultés à se dire et à se projeter à comment je vais avoir un enfant. Mais par contre, d'assumer totalement son enfant et son histoire. Parce qu'un enfant parce qu'elle le voit là, bébé dans son ventre, mais quand il aura 20 ans et qu'il aura réussi, il se dira « Ah, je suis la preuve que
dans la difficulté de mes parents, ils m'ont quand même apporté une bonne éducation et qu'ils ont évolué. Je suis la preuve de cette évolution parentale et que l'incarcération n'est pas un échec en soi et ne me définit pas parce que ça n'a pas défini mes parents. Et ça, c'est le début de son histoire. Donc, qu'elle l'assume. Et puis les autres... Pour la souffrance en milieu carcéral, je vais mettre une nuance quand même, parce que sur les peines qui sont longues, on a le système nerveux central qui est complètement dérégulé. D'accord ? Donc là, on ne peut pas dire que l'extérieur va souffrir plus, mais c'est au niveau du système nerveux central. L'enfermement, il va venir déréguler l'axe qui est très important, en fait, qui est hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ils vont sécréter tellement de cortisol qu'on voit en fait des bagarres éclatées, ça peut être des rixes, etc. On le voit dans le système carcéral américain, qui est beaucoup plus dur qu'en France. C'est pas les... Et puis, en plus, ils cumulent des peines. Donc, c'est pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais les études, elles le montrent. Sur les longues peines, le cerveau, en fait, il y a des modifications dans le cerveau. Donc, je ne veux pas dire que vous souffrez moins à l'extérieur, je parle vraiment au niveau cérébral. Et à l'extérieur, il y a un moment donné, il faut se choisir. Mais pas se choisir en délaissant l'intérieur, mais se choisir au niveau de la santé mentale. Ouais. On a une prochaine note à écouter. Mon fils sort de prison dans 3 mois. J'ai peur qu'il recommence les mêmes erreurs. Comment préparer son retour à la maison et l'aider à repartir sur de bonnes bases ? Depuis sa détention, il a beaucoup changé. Et je ne sais pas comment lui parler. Alors, on a une maman sur le plateau, Aziza. Imagine si ton fils allait sortir de... Dieu m'en garde. Il y a une dépendance à la routine carcérale. En réalité, ils ont les gens qui s'occupent d'eux, c'est très régulé. Il y a vraiment un quotidien qui est installé. Et le retour à la liberté, alors les gens pensent que c'est la fête, etc. Oui, sur une courte peine, oui, mais sur des longues peines, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un choc. Le choc à l'entrée, il existe, et le choc à la sortie, il existe. Et il y a des gens, quand ils sortent, il y a des technologies nouvelles, la ville a complètement changé, il y a des gens qui sont décédés, il y a eu des naissances, il y a des familles qui ont bougé, etc. Et encore une fois, ils ont un système nerveux central qui est dérégulé. Donc, il leur faut un temps mort. Et il faut beaucoup de patience. Ouais, donc, énormément de patience. Tu donnerais à cette dame justement qui appréhende le retour de... Alors, de laisser un temps mort qu'elle va définir et de discuter ensemble de ce qui se passe. Parce que de toute façon, ils ont des réveils. Ils vont avoir des moments où ils vont se lever à telle heure comme en prison, ils vont avoir des réactions, etc. Et alors, l'idée de ne pas retomber dans les mêmes travers, c'est le suivi. Voilà. L'entourage. Ah oui, ça compte énormément. On a une dernière. Alors, notre dernière note vocale, elle est intéressante aussi. On va l'écouter. Mon compagnon va entrer en prison et je suis très inquiet pour lui à cause de l'homophobie qu'il pourrait y subir. Comment peut-il se protéger ? Quels sont les moyens mis en place pour garantir sa sécurité ? Est-ce qu'en allant le voir au parloir, je le mets en danger ? Est-ce que ça existe, ça, l'homophobie en prison, Zineb ? Est-ce que c'est un sujet tabou ? La prison, c'est la vie dans la vie, comme il y a dehors et à l'intérieur. Il y a ceux qui acceptent, ceux qui n'ont pas d'avis, ceux qui sont homophobes, ceux qui sont racistes, il y a de tout. Il y a des quartiers spécialisés, il y a des quartiers bien définis aussi. Après, si vraiment tout dépend de la peine pour laquelle il est incarcéré, c'est très important ça aussi. C'est ce qui va définir la peine qu'il va vivre, parce que comme je vous ai dit, il y a la prison, mais il y a les codes de la prison et des prisonniers qui sont totalement différents des nôtres. Et s'il est homosexuel, qu'il l'assume, c'est selon la personnalité des gens. S'il a vraiment peur pour lui, il en fait part à son avocat en fait part au juge. Il y a des quartiers d'isolement, des quartiers où on ne vivra pas la même détention que les autres, une vie différente, on sera isolé, mais il s'isolera lui-même, parce que beaucoup disent oui, cette personne elle est connue, elle est en quartier d'isolement, cette personne a fait ci ou ça. Quartier d'isolement ou les quartiers VIP, comme on appelle, il n'y a pas de VIP. C'est des quartiers où la peine elle est encore beaucoup plus dure pour la personne qui est enfermée en quartier d'isolement. Il est isolé, comme ça se dit, isolé. S'il doit se déplacer, il ne verra personne de toute son incarcération, à part des surveillants. Ça veut dire que
Là, on va dire, cette personne, bah, il pourra venir la voir au parloir. On bloquera tous les mouvements de la prison pour le déplacement jusqu'au parloir. Est-ce que c'est nécessaire, tu penses, ou Après- est-ce que tu as déjà, par exemple, eu des personnes qui sont homosexuelles assumées en prison Oui. et qui n'ont pas eu de problème Oui, on n'a a pas eu raison un... de s'inquiéter, quoi. On a eu un oxy coiffure. C'était le barbeur de la prison. C'était son emploi dans la prison. Ceux qui ne voulaient pas, ceux qui n'acceptaient pas et qui n'aimaient pas, prenaient pas de rendez-vous au coiffeur. Après, généralement, je pense que c'était plus pour la formation coiffure. Ouais. Prenez pas rendez-vous. Parce que, voilà, je ne pense pas qu'il a un CAP coiffure. Ouais. Donc, je pense, après, ceux qui étaient gênés n'y allaient pas. Ceux à qui ça dérangeait pas, ils y allaient. Après, il n'y a pas eu de bagarre pour ça. Il y a des prisons où, on ne va pas se mentir, il y a des bagarres pour ça, parce qu'on est quand même dans un milieu de mal. En tout cas, peu de gens accepteront de partager sa cellule avec lui, mais de le toucher, on ne va pas se rajouter une peine pour ça. D'accord. Voilà, parce qu'on cause une peine si je vais le taper en promenade, juste parce qu'il est gay, il m'a rien fait. Ouais, non. On va me rajouter des années, on va me rajouter un procès, il dépose plainte. Il est en prison, mais il a le droit de déposer plainte. Hein. On peut l'emmener déposer plainte, on prendra sa plainte, c'est son droit. Oui. Donc on prendra sa plainte, on ouvrira un jugement et tout. C'est pas parce qu'il est en prison qu'il n'a plus ses droits. Donc on fera tout ça. Donc la personne, elle prend quand même un risque. Selon la prison où elle est, il y a un certain confort maintenant en prison, de certains qui ont la douche et la cabine téléphonique dans la cellule, comparé à d'autres prisons. Donc on va réfléchir. Avant, il y a des années, on ne réfléchissait pas. Ça le faisait par principe. C'était un principe. Là, il y a des... Ouais, t'as qu'à aller, toi. Moi, je suis bien avec ma douche, parce que là, si je suis mutée, il n'y aura peut-être plus la douche, plus la cabine, plus le parloir, une peine en plus, 10 ans en plus. Ça réfléchit beaucoup plus. Après, si vraiment il sent qu'il fait une demande, et il va en quartier, mais faut qu'il sache qu'il sera seul. Isolé, ouais. Isolé, vraiment isolé. C'est extrême. C'est extrême. On pousse l'isolement, promenade tout seul, dans une petite cour. Il verra personne. Donc... De manière générale, l'entente entre prisonniers, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des groupes qui se créent? Est-ce que l'entente générale, c'est plus les affinités vont se créer en promenade. On crée notre première affinité avec notre co-détenu. On espère que ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien ou très mal ou qu'il y a vraiment une entente difficile, on peut faire des demandes à notre chef d'établissement. Eux, ils demandent au gradé, ils font des courriers. C'est accepté, c'est pas accepté. Le chef, selon leur dossier, on ne peut pas mettre des criminels avec des machins, etc. Il y a des conditions légales. Ensuite, généralement, on trouve le bon co-détenu, on ne le lâche pas jusqu'à la fin de notre peine. On s'entend bien, on a trouvé un rythme, un planning. Toi, 7 heures, 6 mois, nanana, promenade. En promenade, généralement, certains se connaissent déjà. Il faut savoir qu'on est incarcéré selon notre provenance à la base, sauf si on est beaucoup dans une affaire et qu'on doit dispatcher les gens. Je suis parisien, je suis dans une prison à Paris, je suis du 93, je suis dans une prison dans le 93, généralement, pour que la famille puisse venir soutenir la personne à la base. Mais généralement, ça s'entend bien. Et entre co-détenus, surtout dans la même cellule. Dans la même cellule, cellule et qu'on ne s'entend pas que... Ah oui, généralement, ça s'entend bien. Ouais. Une fois que ça ne s'entend pas, ça pète. Là, on trouve des solutions. On est là pour, en tant que surveillant, en tant que gradé, etc., on est là pour s'assurer de la sécurité physique et morale des personnes détenues. C'est notre rôle. On oublie un peu, on pense souvent le surveillant, il est là pour punir. Non, on est là pour accompagner les détenus lors de leur incarcération. On est une aide et eux le savent. C'est pour ça que quand des fois on me dit « t'as pas peur et tout en ce moment, ce qui se passe avec la police, avec les trucs », on est dissociés. Nos uniformes, ils sont dissociés. Il sait que il va me crier dessus, c'est moi j'ai la clé. Au final, c'est moi j'ai la clé. Tu es en train de m'insulter, je vais pas ouvrir ta porte. Et il a besoin de moi. Entre surveillants et détenus, il y a des histoires d'amitié. Hein, toi, de ton côté, il me semble que ton mari, il a gardé contact avec quelques surveillants. Oui, il s'est bien entendu, ça s'est super bien passé. Et il a gardé contact avec eux. Hein. Ouais. Il les a même revus. C'est bien, taf. Et toi, alors, de ton côté, Zineb, toi, tu as déjà eu des problèmes? Aucun lien. On est, non, moi, c'est plus à l'intérieur, oui, c'est mon métier, je vais parler. Ça m'intéressait beaucoup de savoir qui ils étaient
au-dessus de leur fiche pénale et de les accompagner et de construire, etc. Après, oui, j'en ai revu dans la rue, comme ça, d'un coup. La surveillante et tu tournes. Dans la prison. Grâce à Dieu, mon visage, il est encore lisse. C'est que j'étais pas dans des problèmes ou dans des recherches. J'ai toujours eu un bon retour alors et tout. Et t'es même un peu content que cette personne, elle est la fierté de te dire « Ah, t'as vu, je suis sortie. » Là, il n'y a pas longtemps, s'il regarde, il se reconnaîtra. J'ai recroisé quelqu'un, mais par hasard, j'entends quelqu'un qui crie dans la rue. Je vois une voiture, une femme, un homme. Et là, je vois, c'est un ancien détenu. Il me dit « Ah, surveillante, eh ben regarde, je suis sortie. T'as eu raison, j'ai fait les choses bien. Regarde, je me suis mariée. » La femme, elle me montre sa bague. Et elle me dit, et je dis à elle « T'es sûre, il s'est rangé et tout ?» Elle me dit « Non, je te jure, je sais pas, il a changé. Regarde, on s'est mariés, on a fait, il a construit. » Je lui dis « Mais ensuite, c'est bien, on peut tous se marier. Ça n'arrête pas là. Tu fais quoi? Ah, ben regarde, j'ai une formation. T'as vu ?» J'étais un peu exigeante dans les horaires. J'aimerais bien que tu me racontes, il me semble qu'un jour, tu as déjà eu peur pour ta sécurité. Donc, tu m'as raconté une anecdote. J'aimerais bien que tu me la partages rapidement. Rapidement, c'est un jour l'habitude d'ouvrir les mêmes cellules. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours être prêt à tout. À chaque moment et pas prendre des habitudes et s'arrêter sur des habitudes. Du coup, j'étais à un étage, généralement, on mettait tout le temps à cet étage. Je faisais les cellules, je vous ai dit, on est là pour leur sécurité. Vivant, présent. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive à notre étage. On va vérifier que la personne, elle est vivante et présente, pas qu'elle est dans sa cellule. Du coup, dès que j'arrive, je fais le tour de toutes les cellules, que ce soit à 6h ou à 13h, alors que mon collègue était là. J'ouvre, bonjour, ça doit me répondre. À 6h, ça ne répond pas vraiment. Hein. À 6h, c'est juste, ou ça fait exprès de montrer, genre, ça lève la main. Je sais qu'il est vivant et présent. Voilà, peu m'importe. Après, dors, on n'est pas dans des... Dors. Ta formation à 8h, je vais revenir dans tous les cas. Et là, j'arrive et j'avais l'habitude d'avoir les mêmes personnes détenues. Ça faisait un moment qu'ils étaient dans les cellules. Et j'avais deux jeunes de 18-19 ans. Quand on passe sur leur cellule, elle donnait sur le chemin de ronde. C'est-à-dire quand on passait la nuit dans le chemin de ronde pour aller à nos postes, Mirador ou autre, ils aimaient bien crier par la fenêtre. Ouais, surveillante, et ils disent des choses. Du coup, ils te saoulent jusqu'à 6h du matin. Du coup, quand moi j'arrivais à 6h, j'avais l'habitude de faire la même chose, de les saouler. Du coup, j'ouvre en grand la porte. Debout, il est 6h. Et là, c'était deux autres détenus, rien à voir avec eux. Ils étaient arrivés, je pense, dans la nuit ou 2 jours avant. Et en fait, c'est la position dans laquelle ils étaient et comment ils s'étaient vêtus qui n'était pas normale. J'ai dit bonjour, j'ai refermé, je me suis posé la question quand même. Je me suis dit, attends, j'ai vérifié, on a comme l'œilleton, comme l'œil de je ne sais pas comment vous dites chez vous, là, de Judas, pour regarder à l'intérieur, sans ouvrir la porte. Du coup, je regarde discrètement, je me dis, ah ouais, c'est peut-être louche. Je repars, je continue, tout le monde est vivant. Tu as vu quoi, en fait? J'ai vu un positionnement, un détenu assis, un autre debout, un autre debout en caleçon, dos à moi, dos à l'ouverture de la porte, ce qui pouvait laisser prétendre que peut-être il se passait une relation qui n'est pas autorisée dans la cellule. Mais il y a la loi, tant que je n'ai pas vu, mon erreur à ce moment-là, ça a été de ne pas retourner, d'ouvrir cette porte et de faire semblant à la personne qui était assise, un peu bluffer, de dire « t'as rendez-vous chez le médecin » ou inventer une excuse pour le faire sortir de la cellule. Parce que tu penses que ce n'était pas quelque chose qui était consenti pour... Voilà, en fait, quand j'ai ouvert, la réaction, elle était trop... celui qui était debout, c'est speedé. L'autre, c'était un peu plus aide-moi, je sais pas. C'était une fraction de seconde qui a chamboulé parce que de base, je m'attendais pas à les voir eux, je m'attendais à voir d'autres gens. Du coup, j'ai refermé. J'ai quand même, malgré cette erreur que je regrette aujourd'hui de me dire j'aurais dû y retourner et le sortir pour savoir sa version dehors, je suis allée voir mon chef et je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que j'aurais pu faire.
Et lui me dit, tant que tu n'as pas vu, tu peux rien faire. Donc déjà, je ne peux pas écrire. Parce qu'on n'a pas le droit de dire je pense ou je crois. C'est soit ça s'est passé, soit ça s'est pas passé. Et c'est des actes graves. Là, j'allais accuser d'un truc grave. Et il me dit, voilà, tu aurais dû faire ci, ça. Et il m'explique ça, là, que j'aurais dû peut-être le sortir, voir et tout, machin. Mais après, le chef, il était au courant. Du coup, je pense que lui, il a géré. En tant que chef du bâtiment, lui, il a géré, etc., avec ce que je lui ai dit. Et comme on dit en prison, les murs n'ont pas d'oreilles. Donc ça s'est su autour. Je pense, 2 mois après, j'étais surveillante activité, on va dire, ça n'avait rien à voir. Je remplaçais un collègue. J'allais finir mon service et les détenus rentraient de... C'était le retour promenade. Du coup, les portes de la promenade, elles étaient ouvertes, ils allaient remonter. Moi, j'allais quitter le bâtiment, genre j'ai fini mon service. Et là, en une fraction de seconde, il y a quelqu'un qui court vers moi, il y a un détenu m'attrape, il me jette, il me dit « attention !» et il ferme la grille de sécurité. Ça veut dire que là, il n'y a plus de passage entre eux et nous, sauf que là, je suis enfermée dans un sas avec 2 détenus et je ne sais pas ce qui se passe. Et il y a un détenu qui crie et les autres « ouah, surveillante !» et eux. Et je dis « mais quoi ?» Et là, il crie « t'es morte !» Je passerai les mots et tout. De toute façon, je sais où tu habites. Il y a la grille. Il ne peut pas l'ouvrir là. C'est la personne qui est enfermée dans une boîte qui a l'accès. Donc, je suis en sécurité en vrai. Mais je suis quand même aussi en danger parce que de l'autre côté, j'ai des détenus avec moi là qui peuvent profiter de cette situation. Elle est enfermée avec nous. On va lui prendre les clés et tout. Et ça y est, c'est la guerre. Mais d'un coup, toute la promenade re-rentre dans le bâtiment. Et là, c'est moi au milieu de 60 détenus, 80 détenus. Mais à ce moment-là, moi, je ne sais pas. Là, dans ma tête, je me dis, c'est fini, Zineb. C'est très rapide. Hein. T'es morte. Là, je me suis dit, là, je pouvais juste me préparer à... Tu vas recevoir des coups. Là, mentalement, c'était, tu vas recevoir des coups. Là, il faut survivre. Et en fait, non. Ils t'ont protégé? Ils sont tous re-rentrés de la promenade pour arrêter celui qui voulait me taper. Et la personne, quand je réalise, c'était rapide, hein, ce choc. C'est des fractions de secondes. Je réalise, c'est la personne que j'ai vue il y a 2 mois le matin, qui est en train de me dire « Ah, toi, qu'est-ce que t'es en train de dire que moi, je suis gay, t'es morte, bla, 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 bla. » Après, je me dis « Ça va pas. » Et là, je reprends ma conscience, mon caractère, et je dis « Mais ça va pas, toi. Ah, je connais ton adresse. » Bah, pas de problème, tu connais mon adresse, on va voir qui va être sur le coup. Je dire, tu connais mon adresse, bah viens, t'es enfermé, tu vas aller nulle part. Et c'était l'énervement, mais c'était surtout à ce moment-là où j'ai compris que j'ai créé un vrai, pas un lien familial, hein, mais un vrai lien entre surveillants et détenus. Que des détenus sortent, quittent leur promenade pour venir me défendre, c'est que j'ai créé un respect, j'ai créé un lien ou pas protecteur en mode je crois que c'est mes grands frères ou inverse, mais plus ok, je suis une surveillante qui respecte et pas qui protège, mais dans leur code de prison, peut-être que ça définit quelque chose. En tout cas, moi, ça a défini quelque chose. Et mon incarcération, on va dire, était plus pareille. Quand je venais le matin, je me disais pas, je suis protégée par les détenus. Mais j'avais cette reconnaissance du boulot que je faisais. Je saoulais le matin pour que la personne elle aille en cours ou en formation. Je sais qu'elle m'insultait et tout, mais... Au fond, tu savais qu'il y avait un problème. Au fond, je savais que... c'est ça aussi qui a fait qu'il y ait le respect. Ouais, mais elle vient tous les jours à l'heure. Elle nous envoie au médecin. Elle envoie vraiment le mail. Elle envoie la personne de déboucher les toilettes parce que c'est des trucs insignifiants pour les gens de dehors quand je le raconte. Mais c'est tout l'or du monde pour le détenu. Hein. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Demandez, vous, à vos conjoints, le temps d'un rendez-vous chez le médecin ou dentiste, ou juste de pouvoir passer une lettre à un avocat ou un truc comme ça ou autre, c'est très très long. Et quand on a un surveillant qui arrive qui dit oui, t'inquiète, et qu'il ne le fait pas, cette frustration en nous, parce que la personne elle attend derrière la porte, tu vois, et de voir ce jeune dans la rue me dire ah, j'ai eu mon diplôme, lui, eux venir me défendre en mode t'es fou, attends. On en a une, on va pas la perdre, tu vois. Et tout ça, cette reconnaissance, c'est là où j'ai trouvé que mon travail servait vraiment à quelque chose et que eux aussi, ils étaient reconnaissants. Ouais. En tout cas, merci pour touchant, mais c'est grave intéressant. Ça m'avait traumatisée en vrai. Ah ouais, j'imagine. Et à un moment, cette fraction de seconde,
J'ai cru que j'allais plus Parce que rentrer chez moi. tu as vécu et ressenti et vu le pire comme dans l'humanité. En fait, c'est le temps de réaliser que non, ils ne sont pas là pour me tuer, ils sont là pour me protéger. C'est vrai que cette fraction de seconde, surtout que tu t'attends pas, ça fait 2 mois, tu l'as juste vu, tu sais, dans ma tête. T'avais déjà oublié. Mais lui, il t'a retenu. Le gars, ça faisait 2 mois, il sort pas en promenade, il sort jamais, il est endetté en prison. Donc, je savais, c'est l'obligation, la loi qui fait que j'ouvre, promenade. Non, j'y vais pas, je referme. C'est la loi qui m'oblige à ouvrir et à lui proposer la... Mais tu sais qu'il va pas y aller. Là, d'un coup, il y va, on lui dit non, je te serre pas la main, t'es gay, t'as fait ci, t'as fait ça. J'étais morte. Là... Waouh, eh bien écoute, merci d'avoir partagé cette anecdote, c'est grave intéressant. Là, on va parler de la réinsertion, l'après. Comment ça se passe l'après? Comment ça s'est passé pour vous les filles, la sortie Moi, la sortie, elle s'est plutôt bien passée. Déjà, on attend ça tout le long de l'appel, on attend que ça. Donc moi déjà... Surtout que toi, tu l'avais même pas vu quoi. Moi, j'ai pu le voir parce qu'il a eu des permissions. Ah, d'accord. En fait, il pouvait sortir, si tu veux, à la fin de sa peine, il travaillait en chantier extérieur. Donc, ça veut dire que tu as plein de choses. C'est des remises de peine, non? Comment ça s'appelle? Ouais, des remises de peine. Tu as le bracelet, tu as les chantiers extérieurs. Moi, le mien avait les chantiers extérieurs. Donc, ça veut dire qu'il sortait la journée avec des encadrants de la prison, avec d'autres détenus pour travailler. Généralement, c'était des petits travaux, de l'élagage ou tout ça. Et après, ils rentraient le soir à la prison. Ils étaient payés pour ce qu'ils faisaient. Bon, ils n'étaient pas payés non plus un SMIC, tu vois, mais ça faisait quand même un soulagement pour la famille. Et donc, il avait déjà un pied dehors grâce à ça. Donc déjà, on va dire que ça n'a été pas un choc immense. Après, le mien, il n'est pas resté non plus 10 ans, il est resté 18 mois. Mais donc, on va dire qu'il avait déjà un pied dans la sortie. Et on avait prévu ça depuis tellement longtemps qu'on savait qu'est-ce qu'on allait faire, on savait qui est-ce qu'on allait voir. Moi, j'avais préparé un truc de fou. On est parti directement, il est sorti de la prison, on est parti à Paris. Ensuite, on est parti aux Pays-Bas. Enfin, on a vraiment fait un gros truc. Pour parler un peu plus de toutes les séquelles de la prison, ça a mis 2 mois à ce que je vois que ça y est, c'est bon, il est dehors. C'était toujours les petits bruits dans les couloirs. Il entend des clés, il se dit que c'est les surveillants alors que c'était juste les voisins. Le téléphone, par exemple, il était dans le salon. Moi, je rentrais dans le salon aussi en même temps. Il cachait le téléphone parce qu'ils n'ont pas le droit du téléphone. Oui, ils n'ont pas le droit du téléphone en prison. Les réflexes. Et vraiment, des réflexes comme ça où moi, je tapais des gros fous rires. Où moi, je tapais des gros fous rires. Et lui, pour le coup, il savait pourquoi je rigolais, mais il rigolait nerveusement parce que du coup, il disait « Ok, c'est bon, je suis plus en prison, peut-être que j'arrête. » Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Il faut vouloir s'en sortir, quoi. Et toi, du coup, Fida, oui, très bien. Déjà, il travaillait déjà en prison. D'accord. Donc, ça va, il s'en sortait. Il était déjà dans la réinsertion. Et quand il est sorti, du coup, lui, il est sorti sous aménagement. Donc, il n'était pas totalement libre. Et donc, il avait des horaires à respecter. Il avait le bracelet électronique. Donc, il devait rentrer, je crois, jusqu'à 19h. Et le matin, il pouvait sortir à partir de 8h du matin. D'accord. Donc, après, le temps qu'il trouve un travail, franchement, ça a mis 2 semaines. C'était très rapide. Ah ouais, mais c'est génial, ça. Franchement, c'est cool. Et il a directement travaillé. Après, pareil, il avait des réflexes un peu comme le chien. Genre, par exemple, il se réveillait tous les matins à 6h du matin. Et très matinal. Il se couche super tôt. Et un jour, il est parti acheter une baguette. Et en fait, quand il est rentré, il m'a dit « Tu vas pas me croire ce que j'étais en train de faire ?» Je lui ai dit « Quoi ?» Il me dit « J'attendais devant la porte que quelqu'un m'ouvre. » Il est resté devant la porte au moins genre 2 minutes. Et là, il s'en est rendu compte, en fait, je suis dehors. En fait, waouh, c'est fou, hein. Et du coup, sinon, après, franchement, dans l'ensemble, c'était pas mal. Ouais. Après, c'est vrai, jusqu'à maintenant, il s'allonge beaucoup sur le canapé, alors qu'avant, il n'était pas comme ça. Ah ouais, il s'allonge comme s'il était parce qu'ils n'ont qu'un lit en fait, il fait que s'allonger. Mais jusqu'à maintenant, franchement, dès qu'il est à la maison, il s'allonge. Voilà. Mais sinon, ça va, dans l'ensemble, ça va, il travaille et franchement, ça a été facile. C'est que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur. C'est derrière vous. C'est derrière nous. Aziza, je suis pas d'accord. Raconte-moi. Alors déjà, ça, en plus, c'est pas un jugement, mais ça dépeint le truc facile. Sauf que toi, t'as déjà eu. Ah oui, j'ai accompagné. Mais raconte-nous alors. Oui, j'ai accompagné des hommes avec bracelet. En plus, pour le coup, c'est un homme qui s'est fait insulter.
et qui a mis un coup, et c'était un mauvais coup parce que la personne, elle est tombée, elle s'est fracturé l'épaule et la hanche. Comme quoi, on peut tous basculer, voilà, du jour au lendemain, je le répète. Avec cette colère, c'est fini. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, la sortie, non, c'est pas ce que vous décrivez. Ce que vous décrivez, derrière, il y a des choses dont il faut parler et qui sont importantes parce qu'il y a de l'hypervigilance, il y a un état de choc post-traumatique quand même. Alors, oui, ils ont payé, en fait, par rapport à aux choses qu'ils ont commises avant, mais quand ils sortent, c'est pas le paradis. Et au niveau de la santé mentale, c'est un système de survie, c'est pas un système de vie. Et ça, je tiens à le souligner parce qu'en fait, les gens qui vont regarder, et surtout les jeunes, ils vont dire « Oh, mais c'est facile en fait !» Non. Regardez, elles ont l'air bien. Non, mais elles ont l'air bien parce qu'il y a du temps qui est passé aussi. Elles peuvent en parler avec beaucoup plus de prise de recul parce que sur le moment, vous étiez mal. Oui, ah oui, non. Et puis, il fallait se réadapter aussi au rythme. Et puis, les hommes sursautent. Ils sont en hypervigilance, stress chronique. Le sommeil, c'est pas le même. La façon de manger, c'est pas la même. Il a eu une dermatite sébéroïque. Ouais, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est des plaques. Lui, il en avait sur la tête. Et c'est dû au stress. Bien sûr. Et ça m'a fait trop de la peine. Et alors, plutôt que d'aller soigner en thérapie, non, on va mettre des shampoings, des trucs, machin. Sauf que dans 10 ans, ça peut réexploser. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle en fait la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, c'est comme une mine un peu antipersonnelle là, qui peut exploser à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que y a des gens aussi, et puis on y viendra parce que tu voudrais qu'on en parle, qui idéalisent et qui fantasment sur le milieu carcéral. C'est parce qu'en fait, les femmes à l'extérieur, elles ont tellement de résilience, d'amour, d'accompagnement, etc., que lorsqu'elles témoignent, elles ont une dignité aussi, elles vont parler aussi de ce qui, en fait, de manière positive. Mais c'est parce que vous avez été là que ça s'est bien passé aussi, vous voyez ? Alors qu'en réalité, ça va générer du fantasme chez d'autres. C'est pour ça que je l'ai précisé. Oui. Mais c'est parce que vous êtes équilibré, que vous êtes fidèle, loyal, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis bon, là, on va pas en parler, la fétichisation, parce qu'on n'a plus trop le temps. Oui, d'accord, mais ça peut l'entraîner, en fait. Voilà. Juste sur ça, je vais être transparente avec vous, je suis surveillante. J'ai aussi des amis qui ont été incarcérés un jour, ou des gens de ma famille, ou des femmes. Je connais beaucoup de femmes dans cette situation. Vous nous direz jamais réellement tout ce que vous avez vécu. Votre mari vous dira jamais réellement tout ce qu'il a vécu. Moi, des fois, quand j'entends des copines à moi me dire « Ouais, mais il m'a dit ça. » Non. Moi, je sais. Quand il me dit « Oui, mais non. » Je vais prendre l'exemple d'une amie à moi. Elle a 5 enfants bébés parloirs. Elle les a pas fait parce que elle est mariée depuis des millions d'années avec cette personne. Cette personne est encore incarcérée, mais les enfants, elle les a. Ce qui est dommage, c'est que vous ne nous parlez pas de la vraie souffrance. Parce que moi, quand je vois mon amie, elle a quand même 5 enfants avec son mari qui est détenu. Vous parlez pas de tous ces appels tard le soir de t'as fait quoi la journée, pourquoi tu réponds pas, que tous les sentiments sont décuplés dans une prison, dans l'enfermement, tous ces moments de vie que vous vivez de pourquoi t'as pas répondu, mais en fait t'étais dehors. Moi personnellement ça je l'ai pas vécu. Oui, non, mais de base, quand elle dit vous j'ai pas vécu ça, ils sont une minorité. En fait, vos cas, c'est en fait parce que moi j'ai entendu vos histoires. C'est pour ça que j'ai dit malheureusement pour l'émission, mais heureusement pour vous, vous faites partie de la minorité. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu la stabilité parce que Clara, j'ai connu 1 milliard de personnes, elles n'ont pas eu leur parloir, elles n'ont pas pu voir leur mari, elles ne sont pas restées ou elles ont fait des trucs de fou pour rejoindre leur mari. Tu as eu le temps de non, mais tu as eu le temps d'aller taper l'avocat, d'aller chercher des trucs. Dépendance affective, bien sûr. J'ai pensé à faire des trucs. Tu as eu la maturité et tu as eu la chance de rester dans ta stabilité et dans la patience. Là, c'est ton mari qui devrait te faire un massage tous les soirs au pied pour que tu rester. T'inquiète, il est hyper reconnaissant sur ça. Tu ne voyais pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as eu de la chance de... t'es venu, ça s'est bien passé, il a eu confiance en toi, vous aviez déjà 2 ans ensemble, vous aviez un cheminement, vous aviez vous avez eu des épreuves, il est sorti, il a retrouvé tout de suite un truc, c'était facile, etc. Si en vrai on va dans le profond, moi mon ami, le premier truc qu'elle t'aurait demandé, c'est tu t'es marié, après 3 mois il est parti en prison, tu étais au courant de rien, d'un coup ça vient de braquer, t'as ressenti quoi toi à ce moment-là?
pas la police, parce que tu mets en cause la police. Elle en a parlé, elle a été. Oui, non, oui. Ouais, non. bah oui. C'est comme j'ai dit, tu as mis en cause la police. Mais ton mari. Ah, mais c'est une trahison. Mais t'es restée. Trahison. Mais je suis restée, mais je te jure, juste parce que. Mais ta peine, ta déception, en vrai, elle vient pas du fait qu'on t'ait braqué. C'est du fait qu'on t'ait braqué sans savoir et que la personne dont tu as fait confiance t'a dit oui, elle t'a trahi. Mais ça, encore, l'erreur est humaine. Je le mets sur le truc que l'erreur est humaine. Mais comment la manière ils l'ont fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais être de son côté. Voilà, ça, c'est pas bon. Comme ça. Mais c'est vrai. En mode têtu. Mais non, c'est son mari. Ouais, voilà. Une femme et tout. Et ben, il faut savoir aussi que moi, j'ai déjà eu un problème de justice à Dubaï et il a été là pour moi. Oui. Tu vois. Mais parce que toi, tu savais pas que lui connaît la justice. C'est pas la remise en question du couple. Hein. Oui. C'est la remise en perspective des choses. Parce qu'on aurait pu dire, il m'a trahi, bah, va tout seul. Voilà. C'est vrai que toi, tu m'as pas dit. C'est vrai que pas tout le les monde parents, aurait je t'ai pardonné. présenté mes parents il y a 3 mois. Tu leur as dit que tu étais un délire, d'ailleurs, un ça, machin, avec les parents, t'es ça un vendeur. passé comment avec vos familles? Moi, ma famille était déçue. Complètement déçue. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour que ma mère pardonne. Parce qu'elle l'aimait tellement. Elle l'aime toujours. Hein. Et elle l'a pardonné. Mais ça lui a fait très mal. Très, très mal. Et je la comprends. À sa fille, quand même, tu vois. C'est ça, moi, j'aurais aimé parce que la prison, c'est tout ça. Il fallait la ramener, ta copine. Oui, heureusement, elle n'est pas là. Parce qu'ils sont encore dans le monde carcéral, donc on ne va pas les ramener parce qu'il n'a pas encore été condamné ni jugé, ça fait plus de 5 ans. On ne va pas rajouter une difficulté dans sa difficulté, mais quand j'entends qu'un homme... Et ça, j'avais beaucoup de débats avec certains détenus sur ça. Tu lui as fait 5 enfants, tu crois, à 19h, elle fait quoi? Elle est là-bas en train de faire une terrasse, un spa. Elle est en train de coucher le dernier. En même temps, elle allait l'autre. Et en même temps, elle fait les devoirs à l'autre. Mais il y a l'autre qui fait la crise d'adolescence. Et en même temps, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a des hommes à l'intérieur. Il y a des hommes qui sont... Oui, ils sont très durs. Mais parce que les sentiments, ils sont décuplés. Dans l'enfermement. On m'a dit, oui, il est tellement amoureux de toi que non. On m'a pris... un état, j'avais plus le droit de travailler. Il était j'ai dû déposer plainte. Pas parce que j'avais peur mais parce qu'il y a un après. Quand il va sortir, il s'est fait une fixette, il va sortir, il va me retrouver, tu sais même pas ce que le prédateur il peut faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on renferme la prison en France à vendeur de drogue. Non. En prison, tout ce qu'il y a le tueur en série, il y a le prédateur sexuel, il y a le pédophile, il y a le machin, il y a tout le monde qui est mélangé là-dedans. Et tout ça doit cohabiter ensemble. Hein. Et il y a nous, surveillants, qui venons avec notre vécu, notre personnalité, notre apparence. On ne va pas changer, on va s'adapter. Mais ça reste très, 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 très humain. Et quand j'entends des détenus qui ne se remettent pas en question, et quand je lui dis, mais attends-toi là, mais elle me fait des crises. Bah déjà, ta copine, elle est stupide parce que sa crise en soi, il va aller où? Il va aller où à part en promenade pendant une heure. Non. Alors, par contre, je suis pas d'accord parce qu'il y a quand même des histoires d'amour. Oui, il y a des maîtresses. Oui, non, mais il y a des maîtresses, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des maîtresses, il y a des femmes qui ont des autorisations de parloir pour 40 personnes. Aujourd'hui, je vous le dis, vérifiez les permis de parloir de vos maris. Et elles viennent un jour. Et des fois, je me rappelle en stage, j'étais stagiaire, je connaissais rien. Des fois, je me trompais. Elle dit, mais non, aujourd'hui, c'est D'accord. Il y a une vie, en fait, qui est la vie. C'est la vie. Et il y a la prison, il y a les codes de la prison, les codes des détenus, le code du surveillant. Il y a les bons, il y a les mauvais dans les deux côtés, dans les deux sens, etc. Mais le métier en lui-même de surveillant, il est incroyable. C'est le plus humain du monde. Il faut beaucoup de surveillants. Il faut beaucoup de résilience pour être surveillant. Donc là, le jugement. Il faut que vos cœurs ils soient purs, vos intentions elles soient pures, parce qu'on a besoin d'aider des femmes comme vous à maintenir cette force, parce que vous êtes leur force de l'extérieur. Et on a besoin de maintenir ces gens qui vont sortir, quoi qu'il arrive. Que vous les... Moi, je parle que de la France, hein, parce qu'on est en France et que je suis surveillante en France. Mais que j'étais surveillante en France. Mais ils vont sortir. Dans tous les cas, ils retourneront dans vos rues, ils retourneront auprès de vos enfants, ils feront des enfants, ils seront meilleurs amis avec vos enfants. On a tous commis un crime, un délit dans notre vie. On ne s'est juste pas fait choper. Voilà. Je vous le dis, on l'a tous fait, voler un petit bonbon par là, l'autre, le paquet, il était ouvert, notre ami, il a fait ci, il a fait ça, on a tous fait. Mais vraiment, soyez tolérants, voyez les gens, ce qu'ils veulent vous montrer. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir le respect et on va dire l'équilibre avec les détenus. Je ne regardais pas la fiche pénale.
T'es là, t'es devant moi, montre-moi qui t'es. Vas-y, je te donne. Ils t'ont pas donné de chance, moi je te donne. Mais par contre, me manque pas de respect. Là, tu vas me manquer de respect, je vais te remettre dans une case. Mais parce que j'aurais jugé ce moment-là. Voilà, bah, écoute, merci en tout cas. Mais pour la réhabilitation, du coup, bah, on souhaite un bon courage à ceux qui sont dans cette situation. Et là, on arrive sur la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner à ces jeunes filles qui sont en plein dedans, justement? Alors, il faut avoir beaucoup de patience. Ouais. Il y aura toujours des moments où vous serez... Bah, il y aura des hauts, des bas, même dans le niveau mental. Il y aura un moment, elles seront en haut, à des moments down. Mais il ne faut pas lâcher et il faut penser à soi avant tout le monde. Vraiment, avant tout le monde, penser à son bien-être, à tout. Et surtout beaucoup de patience. Et moi, je leur donne tout mon soutien et toute ma force. D'accord. Ouais, c'est vrai, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de femmes qui, comme moi je faisais au début, finalement, je me disais, il est enfermé, moi je suis pas enfermée et je m'en veux. Et en fait, il faut pas réfléchir comme ça parce que ça tue. Moi, j'ai perdu 15 kilos quand mon chéri il était en prison en 1 mois et demi. Ça a été terrible parce que justement, je réfléchissais pas de la bonne façon. Donc vraiment, ne vous oubliez pas, si vous avez une passion, que ce soit de la danse, que ce soit du théâtre, ce que vous voulez, mais continuez vos passions, continuez à sortir, continuez à voir vos copines. Oui, vous n'êtes pas enfermés. Et surtout que, de toute façon, la personne qui est incarcérée, elle va sentir que vous n'allez pas bien et ça va être horrible après. Moi, avec mon chéri, au début, il sentait que j'allais pas bien et bah, forcément, ça clashait, quoi. Pas des trucs de fou, hein, mais en gros, il me disait arrête d'être en dépression. Et moi, je disais mais comment tu veux que j'arrête d'être en dépression alors que t'es pas là? Et du coup, avec le temps, tu comprends que ça sert à rien d'être mal. C'est ça sert à rien, vraiment. Écoutez, merci, c'était une super émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur de nouveaux formats et avec de nouveaux invités. Merci les filles. Merci à toi. Et à très bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne.